Merci beaucoup. Bienvenue, le Zénith de ce vendredi, un vendredi très attendu parce que nous sommes dos au mur, il faut bien se le dire et utiliser les bons mots. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi le gouvernement choisit de s'adresser à la presse dans une situation comme celle-ci. Cette conférence de presse, pour nous, est plutôt malvenue parce que la presse nationale et internationale n'est pas l'interlocuteur direct dans le cas qui nous concerne aujourd'hui vis-à-vis de la Confédération africaine de football et la Fédération internationale. Il faut davantage faire preuve, on va dire, d'une diplomatie d'action agissante dans les coulisses de façon tout à fait informelle pour nous sauver la mise. Parce que, oui, les gens même qui vont être face aux journalistes aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes qui nous ont amenés dans la situation qui est celle d'aujourd'hui. D'ailleurs, des hommes politiques de la place comme Albert Zongang, Célestin Djamen, demandent ni plus ni moins que la démission du ministre Bidung Pat ou encore son limogeage au passage. On n'a donc plus de fédération de football du tout et ce n'est pas pour arranger les choses. Bienvenue, voici le Zénith de ce vendredi. Bonjour, Charles Amel. Bonjour, Sam Severango et bonjour au ministre de la Santé André Mamamoufouda qui se félicitait des navires hôpital Mercy Ship en oubliant que l'hôpital de Garoua se meurt gravement et lamentablement. On va aller au pas de course avec vous, Megui. Bonjour aussi. Bonjour, bonjour Sam Sévérin et bonjour à tous nos téléspectateurs du Zénith. Mbambok Bengan, bonjour. Bonjour Sam, je pense comme vous que cette fois-ci, je pense que le comité de normalisation sera bien normalisé et parce que pour que ce soit ainsi, il faut que lui-même soit normal. Merci. Peut-être que c'est le Cameroun tout entier qui serait à normaliser aussi, puisqu'on a besoin des expertises étrangères pour nous amener à bien nous comporter comme de petits enfants. Tout le Cameroun, peut-être cette fois ce sera l'ONU. La FIFA a agi en direction de la CAF. Il faudrait peut-être que les Nations Unies également instaurent au Cameroun un comité de normalisation, puisque les comportements chez nous, commençant par ceux des dirigeants, sont plutôt le plus souvent tordus. Voici le début de cette émission. Je vous rappelle qu'au cours de celle-ci, on recevra, une fois n'est pas coutume, un prêtre catholique de la congrégation des Jésuites, mais pas forcément pour parler de religion. Il s'agira donc tout simplement d'évoquer des questions liées à l'éducation, à la citoyenneté. Bienvenue, merci d'accueillir Tendance. Bonjour. Bonjour Sam, bonjour encore à toutes les femmes qui se demandent de tout. Les femmes qui commandent de tout. Est-ce que je peux avoir ton tamis? Je peux avoir ton balai? À ce donne-moi un peu de gousses d'ail. À ce donne-moi 3 cuves-voix. À ce est-ce que je peux avoir les cuits-dents? Je veux la brosse à linge. Maman, est-ce que tu peux me donner ci? Est-ce que tu peux me donner ça? Hé, Carrefour 3 ça cuit. 2 femmes se sont déchirées, s'entretuées, bagarrées, se sont dit leur vérité. À cause de quoi? De l'huile. Que s'est-il passé? C'est une voix, donc c'est 2 voisines Sam qui ont fait les problèmes jusqu'à même le chef du quartier est sorti, que c'est même pas dans mon quartier. Les femmes ont dit que non, on ne peut pas se dire nos vérités. C'est une autre qui avait l'habitude d'aller commander les choses à sa copine lui donnait aussi. Mais sauf que le tout si l'autre copine a appuyé sur déranger parce que hier, elle a porté son fondu, elle voulait faire ses frites dans la mienne, elle se rend compte qu'il n'y avait plus l'huile. Elle va chez sa voisine que maman, tu as pris l'huile chez moi, elle dit que oui, j'ai pris le fondu. Elle dit que tu prends l'huile, commence à me demander, alors que je devais moi faire mes frites de pommes, je ne trouve pas. La voisine dit, j'ai pris, non, parce que souvent toi aussi tu prends. Ça fait les problèmes. Elles se sont dit leur vérité. L'autre a insulté son mari, insulté son père, insulté sa grand-mère, insulté les arrière-grands-pères, insulté même la belle famille. Ça vous apprendra à commander des choses demain. C'est comme ça qu'on met vos vies dans les carrefours. Vous vous êtes déshabillés dans les carrefours à cause de quoi? Le fond d'huile. Les mamies commandeuses. Merci. Je vais pas suspendre Tendance. Mbambok Bengan, pour aller au fond de l'histoire, il faut peut-être en examiner d'abord les causes profondes pour constater ici qu'il s'agit peut-être d'une résultante de la paupérisation qui amène les familles, les femmes, dans certains types de situations à chercher à tout emprunter chez le voisin, chez le voisinage. Oui, ça peut-être, mais c'est pas lié au pouvoir d'achat? Oui, c'est lié au pouvoir d'achat, mais c'est lié davantage au sens d'organisation dans un foyer. C'est pourquoi on vous dit souvent que lorsque les gens se sont mis, ou alors l'Europe nous a mené à l'esprit que je peux, la société s'est désengagée, je veux dire, s'est désorganisée. Ici, c'est la communauté. Chaque fille qui grandissait, on te prépare au mariage.
on te prépare, même si le mariage n'arrive pas tôt, on te prépare à entretenir un foyer à partir de la puberté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on t'apprend à, comment je vais dire ça, le rôle de la femme dans le ménage, c'est quoi? Tu es la comptable matière de la maison. C'est-à-dire que des petits objets, surtout de cuisine, ne doivent pas te manquer. Si ça venait à manquer, ça ne doit pas être de manière perpétuelle et permanente. À ce moment-là, tu t'organises. Et ta maman est la première, parce que Standard ne nous dit pas si cette femme est mariée ou pas. Ce sont les deux mariés. Voilà. Si elle est alors mariée, précisément, ça montre davantage la désorganisation dans laquelle nous nous trouvons. Lorsque vous allez en mariage, votre famille, votre maman, on vous accompagne avec un minimum, parce qu'au préalable, on vous aura éduqué et enseigné sur le statut d'une femme au foyer. Donc vous pouvez demander aujourd'hui, je ne sais pas moi, un bongo qui manque, ça peut arriver. Vous pouvez aller au marché, vous oubliez, bon, la voisine peut venir, mais pas de manière récurrente. Ça veut dire que la femme là ne peut pas bien s'organiser. Très bien, donc Megui, la femme qui va emprunter les plus petites choses, forcément, c'est celle qui ne s'organise pas bien, comme le dit Mbombo. Au-delà de l'organisation, je pense que les causes ici peuvent être un peu plus lointaines. Je pense notamment à l'éducation qu'on a reçue déjà depuis la case de ses parents. Parce que généralement, nous, les enfants ont tendance à reproduire plus tard le comportement qu'ils ont observé au sein de leur propre famille. Alors, si on a vu sa mère tenir ce genre de comportement avec des voisines, on se dira certainement que, ok, c'est peut-être normal de le faire. Mais si on a vu une maman qui était très réservée, qui avait une certaine façon de vivre avec les gens, qui n'allait pas chez les voisines cancaner, qui n'allait pas chez les voisines justement faire ce genre de choses, on ne pourra pas facilement le reproduire. À côté de cela, il y a aussi la pauvreté. Il y a la pauvreté dans les quartiers où on vit dans une certaine promiscuité. Les gens sont tellement pauvres qu'ils ont appris aussi à se serrer les coudes. Ça peut aussi être la résultante de ce genre de comportement. C'est-à-dire que les familles qui vivent vraiment avec le strict minimum, où il est pratiquement impossible de faire un marché normal. On va peut-être pouvoir acheter de la tomate, on n'aura pas un peu de sel, et puis c'est des comportements qu'on... Chez eux, ils trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal puisque la copine aussi parfois lui emprunte des choses. Mais on peut proposer quelques solutions pour sortir de cette précarité, pour ceux qui sont un peu plus nantis aux côtés de... J'insiste sur ce volet-là, parce que la pauvreté peut être éradiquée tout doucement à travers un minimum de solidarité de la part des plus riches. Oui, un minimum de solidarité, ça se voit... c'est une réalité, même ici, il y a des quartiers dans lesquels, bon, maintenant, ça doit partir de la volonté de tout un chacun. Il y a des personnes qui sont nantis et qui ont des voisins qui ne le sont pas et qui prennent sur eux de... Ouais. Mais il faudra aussi quand même que dans un cas comme celui-là, parce que ça peut devenir aussi une habitude qui fasse en sorte que des femmes, par malhonnêteté, même si le mari donne le strict minimum, on devrait pouvoir se contenter de ce qu'on a. Et souvent, elles veulent peut-être mettre quelque chose dans la poche et puis aller soutirer une ou deux choses à la voisine. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément parce qu'elle ne peut pas s'en acheter, mais il y a un peu de mesquinerie qui voilà, cher Lamel, peut-être ça participe plutôt même d'un mode de vie dans nos communautés aujourd'hui. La plupart de nos femmes... Alors, vous avez votre femme, vos femmes, et vous rentrez, vous vous apercevez qu'elles passent tout le temps chez les voisines, chercher à avoir quelques faveurs. Comment vous réagissez en tant qu'homme là-dessus? C'est le principe de l'Afrique, Sam Sévérin. L'Afrique de solidarité, l'Afrique de la fraternité, l'Afrique du vivre ensemble. Donc, vous parce que, Sam Sévérin, je vais vous dire, lorsque vous vous installez dans un quartier, ce quartier devient votre village. Dans ce quartier, vous avez des voisins qui deviennent vos frères et vos sœurs. Si vous criez la nuit, les premiers à venir, ce n'est pas vos cousins qui sont à Bonandion. Ce sont vos voisins qui sont les premiers. Permettez-moi, Sam Sévérin. Ce sont vos voisins et vos frères. Que vous soyez à Bonandion ou à Bali, c'est le même principe de vie. Ceux qui vivent, c'est les occidentalisés, les assimilés qui vivent comme les Blancs. Les Africains vivent comme les Africains en partageant tout. Le salon de mon voisin, je peux rentrer, je m'assieds, je suis dans le voisin de mon salon, dans le salon de mon voisin, j'échange avec lui, je discute avec lui. Il peut arriver chez moi, ça peut être une bouteille.
de vin dont il a besoin, il me fait la demande, je lui donne, on s'entraide en Afrique. Donc je tiens à préciser ceci, Sam Sévérin, que l'Afrique c'était ça, c'était le vivre ensemble. Lorsque vous adoptiez l'autre, vous avez des enfants qui se retrouvent à midi à aller manger chez les voisins, les enfants des voisins qui se retrouvent à manger. C'est ainsi que beaucoup de personnes ont grandi. On ne faisait pas la distinction dans les quartiers entre ça c'est l'enfant de X, ça c'est l'enfant de Y. La preuve, beaucoup de gens ont grandi et c'est pour ça que vous entendez aujourd'hui association des anciens de Mbaga, association des anciens de Nkonsamba. C'est des gars qui ont grandi dans une zone, ils ont eu un esprit parce que les parents s'aimaient, parce qu'il y avait le vivre ensemble. Aujourd'hui, l'occidentalisation a tué. Je suis d'accord maintenant avec vous, l'occidentalisation a tué, raison pour laquelle chez moi, c'est chez moi, je n'ai pas le droit de faire ci, je n'ai pas le droit de faire ça. Repli. Donc si je suis un occidentalisé, je ne veux pas cautionner ce type d'attitude. Bon, je crois qu'il y a un bon africain inconvénient aussi dans cette façon de vivre. Bon, mais on n'est pas là pour en parler. Je me rappelle quand même que dans certains immeubles, les voisins qui sont tout autour même du même étage ne se connaissent pas du tout, en réalité. Ça, c'est l'occidentalisation. C'est l'occidentalisation. Oui, tendance. Personne ne peut me dire qu'elle n'a jamais demandé quelque chose. Voilà la tendance, c'est ça. Même les allumettes dans les quartiers résidentiels, on demande. Même le briquet, on demande. Mais je suis contre. Avant, j'étais la cheftaine Sam. Mais depuis que ma copine m'a parlé de ma vie, m'a insulté. Parce que j'ai demandé la marmite. La grande marmite pour préparer avec, j'ai mis fin à ça. On ne peut pas aller jusqu'à demander une marmite. Ça, justement, on demande jusqu'à pouvoir dire, tu vois ça. On peut demander. Tu as déjà à la maison, vous n'avez pas encore eu un malheur. Vous n'avez pas encore eu un événement heureux. Pour recevoir ma belle famille. Choses. Je voulais faire le coquille pour recevoir ma belle famille. Je dois aussi faire les mets de pistache. Quand on a seulement eu les petits problèmes, la fille m'a rincé ça. Quand je passais. Donc quand tu fais le genre que quand tu passes à Roué, que la fille là, c'est moi qui l'a nourrie. Tu sais ce que ça sonne? Ma dignité. Non. Ne faites plus ça. Pour une femme qui est rangée, qui est posée. Ne faites plus comme vous insulte. On insulte vos maris, on insulte vos enfants. Parce qu'il y a les femmes qui demandent des choses qu'il ne faut pas demander ça. Une femme qui te dit, donne-moi le savon, et là mon cabaret, je ne dois pas finir. Après, je te remets. Et elle vient avec le savon, qu'elle a lavé, ce qui restait un petit savon. Maintenant, ça devient que c'est le problème. Une femme qui vient te dire, donne-moi ta brosse à linge, vois. Quand elle demande après, gâte. Ça commence avec les problèmes. Je veux ton pilon en bambou. J'ai que le pilon en bois à la maison. Quand tu donnes, après quand elle remet le pilon, soit elle ne lave pas. Ça devient les problèmes. Bon, est-ce que je peux avoir ton tampon? Je peux avoir le pont de mamie. C'est énervant. Bon, vous êtes contre autour de cette histoire. Je suis plus là. Il y a effectivement beaucoup de limites à cette façon de vivre, mais c'est le vivre ensemble de Charles Armel Bachou, la norme en Afrique, qui a présenté beaucoup de limites aussi, puisque la plupart des personnes s'intéressent un peu trop aux vies d'autrui et ça n'apporte pas que souvent du bonheur. On va enregistrer vos messages sur cette histoire, tout comme nous pourrions prendre vos SMS concernant la colère qui va arriver à l'instant même. Charles Armel nous promène au cœur de la difficile intégration dans la sous-région CEMAC. Je m'interroge ce jour sur vous et sur moi. Je m'interroge sur la question de la libre circulation des biens et des personnes dans la zone CEMAC. Qu'est-ce qui fait blocage depuis des années pour qu'on en soit encore au point de départ? Je m'interroge sur l'hypocrisie, principale caractéristique des gens de la zone CEMAC. À quoi sert donc la démocratie africaine si elle ne s'emploie plus que dans les discours que sur le terrain de la pratique? Que s'est-il passé la veille du 1er janvier 2014 pour que la Guinée équatoriale, qui hier encore était d'accord, ait volontairement fermé ses frontières avec le Cameroun et le Gabon au soir du 31 décembre 2013? Comment comprendre les lenteurs administratives qui empêchent de traduire dans les faits les dispositions de la Convention? Comment comprendre que depuis sa mise en place formelle en 1964, le processus d'intégration en zone CEMAC est passé de la zone de libre-échange caractérisée par la libre circulation des biens à l'union douanière avec l'adoption d'un tarif extérieur commun? Comment comprendre les multiples blocages dus aux réticences de certains États à aller vers l'intégration
craignant d'avoir plus à perdre qu'à gagner? Comment comprendre le fait que les gouvernements ne parviennent pas à transposer leurs engagements sous-régionaux dans leurs lois nationales? Comment comprendre le fait que nos gouvernants n'aient pas encore compris que n'ont pas encore compris le fait que les barrières à l'intégration sont aussi culturelles? Comment comprendre le fait que le Tchadien ou le Tchadien, pour se rendre au Cameroun, doit être muni d'un document de voyage appelé laissez-passer, pour aller au Gabon, il doit avoir au préalable le visa pris dans une représentation diplomatique autre que celle d'un État membre de l'Union accrédité au Tchad? Comment comprendre que les discours officiels tenus par les dirigeants et les engagements pris par ceux-ci contrastent avec les réalités sur le terrain? Comment comprendre aujourd'hui qu'après plus de 40 années d'expérimentation, le tissu économique de la zone CEMAC se soit encore distendu? Comment comprendre que la mobilité des personnes et des biens entre pays de la CEMAC reste faible malgré l'implémentation des mesures incitatives? Comment comprendre les multiples conflits qui opposent les communautés vivantes dans la zone CEMAC? Comment comprendre le fait que le passeport CEMAC, qui devrait rendre effective la libre circulation des personnes, bute encore à ce jour sur des questions d'ordre pratique? Comment comprendre qu'alors que la libre circulation des personnes et des biens soit les baromètres de la réalisation d'une union, seulement 4 des 6 États membres de la CEMAC s'efforcent de la pratiquer partiellement? Comment comprendre l'extrême lenteur dans la constitution du fichier des opérateurs économiques, l'adoption d'un texte d'application des personnes admises à titre transitoire à circuler sans visa en zone CEMAC? Ont-ils peur des conséquences de l'intégration, sachant qu'elle impliquera l'élimination des droits de douane intérieure, des restrictions quant à l'entrée et à la sortie des marchandises, des taxes et des faits équivalents, de toute autre mesure d'effet équivalent susceptibles d'affecter les transactions entre les États membres? Ont-ils peur enfin du fait que les règles de l'immigration seraient communes, impliquant l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité, le droit d'entrée, de séjourner sur le territoire des États de l'Union, qui pourrait se voir restreint ou interdit en cas de péril quant à la moralité publique du pays d'arrivée ou d'accueil? Bengan, je crois qu'il faut commencer par en désigner les coupables qui sont un véritable frein à l'intégration sous-régionale. Aujourd'hui, en zone CEMAC, on a indexé tout nommément la Guinée équatoriale, le Gabon, peut-être le Tchad aussi. Mais pour le Tchad, c'est assez fluide quand même au niveau de la circulation. Alors, comment comprendre cela pour reprendre l'interrogation de Charles Armel? Parce qu'on a placé la charrue avant le bœuf, Sam. C'est l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, qui a implémenté cette orientation-là depuis sa naissance en 1963. Suivant la base, il a dit la coopération entre les États africains souverains aux frontières coloniales intangibles et éviter de s'immixer les uns des autres dans les affaires intérieures des autres. Voilà un peu ce qui a orienté la coopération économique. Il fallait faire la coopération économique et refuser ce qui était politique, la coopération politique. Et il vous disait à l'époque que l'Organisation de l'Unité africaine n'est pas l'organisation pour l'unité africaine. Il fallait donc verrouiller. L'Afrique de l'Ouest a eu l'avantage que là-bas, il y a un peu plus d'États anglophones, notamment le Nigeria et le Ghana, qui avaient une impulsion économique. Et Houphouët-Boigny ne pouvait pas, je vais dire, cracher dessus. Parce que sinon, s'il les laissait à deux, on aurait la Côte d'Ivoire, on aurait damé le pion à la Côte d'Ivoire, le Togo. C'est pour ça que ça a favorisé cette intégration. Ici, nous sommes presque tous encadrés par le Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer à ce moment-là. Donc, on nous dit, nous devons développer une coopération économique, mais qui est contrôlée de l'extérieur. Et on met les chefs d'État, comme vous avez dit, qui ne peuvent pas implémenter le vivre ensemble, la libre circulation des personnes et des biens. Et je termine par là, même notre compatriote qui a été secrétaire exécutif de l'UDEAC en 1987, Bernard Poinlon, il avait écrit, il avait d'ailleurs déploré cela en disant, si vous ne laissez pas la libre circulation des personnes et des biens, l'UDEAC va bientôt mourir. Donc l'UDEAC, la CEMAC qui est née sous le sang de l'UDEAC, ne peut que, je vais dire, ressusciter avec l'état de son ancêtre l'UDEAC. Et les chefs d'État, bien entendu, qui n'impulsent pas surtout celui qui tient lieu de locomotive qu'est le Cameroun.
Il ne veut pas impulser cette coopération. Très bien, mais Guy, justement, le Cameroun lui-même facilite-t-il assez cette intégration? Oui, moi je pense que contrairement à des pays voisins tels que la Guinée et le Gabon, la Guinée équatoriale et le Gabon, nous facilitons un peu plus cette intégration-là et cette circulation. Comment? Il y a quelques indices qui peuvent l'attester? Oui, parce que je crois que sur le plan de la forme, on n'a pas toujours entendu des problèmes venant du Cameroun sur peut-être la violence appliquée sur nos frères d'à côté. Mais on en entend tout le temps venant de la Guinée où des Camerounais sont rabroués vers leurs frontières. Ça, ce n'est pas des faits qui sont réguliers. On en entend presque parler du côté du Cameroun. Mais c'est quand même dommage, il faut le dire, parce qu'on est encore l'une des seules sous-régions au monde qui accumule autant de retard pour ce qui est de la formalisation en termes de la libre circulation dans notre zone. Et c'est dommage parce que c'est un véritable frein sur le plan économique. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que le Gabon et la Guinée sont aussi réticents. Excusez-moi le terme, ça frôle même un peu la xénophobie. Parce qu'au-delà des raisons qu'ils avancent, on a quand même cette animosité quand même sur les réseaux sociaux, ça peut se lire. On a eu dernièrement l'élection présidentielle au Gabon où on a eu des propos extrêmement durs venant de nos frères gabonais envers les Camerounais. Ils étaient extrêmement durs. C'était scandaleux ce qu'on a pu lire sur la toile. Donc, il faudrait que justement les pays de la zone CEMAC s'arrangent à pouvoir faciliter cette libre circulation des personnes et des biens, pour leur bien aussi. Alors, Charles Abel, je crois qu'on peut aller rechercher cela vraiment dans les profondeurs, commençant par pointer du doigt les trois chefs d'État que sont Sassou Nguesso, Bongo Père et Paul Biya, qui étaient des véritables fossiles, les dinosaures de cette sous-région, qui n'ont pas su faire implémenter de longues années. Alors, Sam Sévérin, il faut aller fouiller dans les fondements culturels. Vous savez, l'Afrique centrale n'est pas pareille que l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale a ceci de particulier qu'on s'accroche au pouvoir. On veut tenir le pouvoir. On veut avoir le contrôle de l'ensemble des choses. Regardez même les chefferies traditionnelles, c'est pareil. Or, lorsque vous allez dans l'Afrique de l'Ouest, c'est un principe démocratique entré. Que vous soyez dans les clans, dans le groupe Akan, que ce soit les Angnim, les Bété, les Guérés, vous vous retrouvez avec des gens qui ont la culture du vivre ensemble, la culture de l'ouverture. Alors, est-ce qu'ils ont peur? Oui, ils peuvent avoir peur, comme le Gabon. Le Gabon a une population d'1 million d'habitants, environ 1 million. Ils ont peur parce que si aujourd'hui on ouvre la libre circulation, les gens vont affluer. Il y a la richesse du pays, les gens vont affluer. Il y a déjà un peu trop de Camerounais, d'étrangers au Gabon aussi. Déjà. Alors les gens vont affluer au niveau du Gabon, la population va doubler. Est-ce qu'ils auront encore le monopole de la souveraineté? Donc protectionnisme au Gabon et en Guinée. Même au Cameroun. Il y a le protectionnisme au Cameroun. Rassurez-vous parce qu'il y a la question de Boko Haram qui est généralement éludée. On dit non, Boko Haram, si on ouvre la circulation, on ne peut pas pouvoir contrôler le flux des terroristes. Les terroristes peuvent fuir d'une zone à une autre. Ça, c'est le principe. Alors, si le Gabon et la Guinée ferment leurs frontières, durcissent les entrées, est-ce que les autres ne peuvent pas faire pareil aussi? Alors, s'ils font pareil, ça ne va pas respecter le principe de la libre circulation. Donc, comment comprenez-vous que pour quitter du Tchad au Cameroun, il faut laisser passer et que pour aller au Gabon, il faut avoir un visa? On parle tous de la libre circulation des biens et des personnes, mais il y a de grosses barrières qui freinent encore. On a peur du terrorisme, on a peur du fait qu'on va devoir, la douane va être cassée. Beaucoup, ils voient les intérêts. Oui, je pose la question à Bobo, qui est un apôtre de l'anti-occidentalisation. Alors, les Occidentaux, eux, nous ont servi de beaux exemples d'intégration au niveau de l'espace Union européenne. Avec beaucoup de Schengen. Non, attendez. Maintenant, la sous-région, vous ne pouvez pas comprendre qu'on paye le visa un peu plus cher quand on va en Guinée ou au Sénégal, je ne sais pas trop, en Afrique, un peu plus cher que quand on va à l'espace Schengen. Hein. Là, ce n'est pas l'Occident la faute. C'est l'Occident la faute. Nous avons les indépendances en 60 avec de l'argent qui vient du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des peuples d'outre-mer. Pour le cas du Cameroun, ça nous a aidé jusque dans le milieu des années 90, vous vous en rendez compte qu'il y avait des coopérants dans nos lycées. Et les boursiers, les Paul Biya, jusqu'à ceux qui ont pris la bourse. Même parce qu'il a accordé la bourse à son ami Kodok, je pense en 67, quand il était secrétaire général au ministère de l'Éducation nationale. C'était une bourse de coopération.
C'est pour vous dire quoi? Ils nous ont imposé précisément parce que les Africains étaient avant-gardistes. Lorsqu'on veut créer l'OUA en 1963, et avec la RDA, le Rassemblement démocratique africain, les Occidentaux ont vu que les Africains avaient un pas de plus. Il fallait casser. Et ils ont réussi à casser puisqu'ils étaient la puissance administrante. Pour mettre l'Union européenne aujourd'hui, vous voyez leur cheminement. Et eux, ils ont mis justement ce qui nous ont empêché de faire, l'intégration politique. C'est la politique qui règle tout cela. Or, l'UDA qui hier avait, on a une même union douanière, avec le même code douanier. Pourquoi ça bloque précisément? Parce que nos intérêts ne sont pas pris en compte, c'est les leurs. Je prends le dernier exemple. Lorsque en décembre dernier, le président Paul Biya convoque un sommet extraordinaire à Yaoundé pour dire, voilà, le cours du pétrole a chuté et tout. Qu'est-ce que Idriss Déby propose? Il lui dit, prenons l'engagement, ou alors faisons en sorte que toutes les entreprises étrangères qui investissent dans nos pays injectent 50% de leurs bénéfices dans nos pays. Et que les transferts d'argent passent par les canaux contrôlés par la Banque centrale. Vous savez, il a regardé son grand frère Paul Biya, le président Biya a baissé la tête, Sassou Nguesso également. Il est rentré chez lui, il n'a pas signé le justement, j'ajouterais même pour sortir. Et je dirais même que il y avait deux personnes là-dedans. Michel Sapin, qui était ministre de l'économie de France, et surtout la présidente du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, et qui sont venus avec un communiqué final. Il fallait que les chefs d'État... Très bien. Et lorsque M. Biya les a réunis encore, parce que tous les pays d'Afrique centrale sont super endettés, c'est faire semblant. Il fallait y mettre l'engagement politique. C'est ça qui vient avant Tendance, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, je suppose, de vouloir aller au Gabon, en Guinée, et les conditions dans lesquelles on se retrouve, je crois que c'est assez compliqué. Tu poses quelques questions comme ça, Sam. Ça, c'est une question que tu ne dois même pas me poser. J'ai voyagé, je suis allé au Tchad par vol. Mais là-bas, quand on va au Tchad, on ne demande pas le visa. Mais on ne parle rien qu'avec le passeport, alors que le gouvernement avait dit que la zone CEMAC, on parle rien qu'avec le passeport. Gabon, ce n'est pas la zone CEMAC à la même. Mais quand je me dis qu'on prend le visa, donc on a alors changé. On a changé d'avis. Point d'interrogation. De deux. En principe, même les Africains doivent s'entendre pour regarder dans la même direction. Quand je vois en Guinée, on trimballe les Camerounais, on leur demande de rentrer dans leur pays qui a plus le pétrole, ça me fait mal au cœur. Je savais que c'est au Liban, en Libye, qu'on maltraitait les Africains. Mais quand ça arrive encore au niveau de la Guinée, les mots me dépassent. Je sais plus ce que veut dire. Donc, chers Africains, nous sommes tous les enfants d'un même pays, d'une même mère. Ça ne sert à rien de déclencher la guerre par-ci, par-là. Je parle du cas de nos frères camerounais qui sont en Guinée, on leur demande de rentrer au Cameroun. Le Cameroun, c'est quoi? C'est quel pays avant que la Guinée, c'est quel pays? Et on doit avoir le visa pour arriver au Gabon. Non, c'est le passeport. Très bien, merci Tendance. Vous allez garder la parole, vous allez nous aider à accueillir notre invité pour qu'il puisse se familiariser avec le plateau. Ce n'est pas évident pour un prêtre d'arriver à la télé. Alors, Tendance, je te demande de lui souhaiter la bienvenue. Il est le curé de Bonamou Sadi. Donc, finalement. Monsieur l'abbé, bonne arrivée chez nous, la chaîne du peuple. Bonjour. 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 Quelques secondes de silence pour l'accueillir. De prière. Quelques secondes de silence. Parce que le sang s'est trop versé dans notre pays ces derniers temps. Donc, quelques secondes de silence et on accueille notre l'abbé. Une minute de silence. Voilà, c'est bon. Merci l'abbé. Merci. Voilà. On accueille donc le père Michel Tan, il est prêtre jésuite, curé de la paroisse de Bonamou Sadi ici à Douala, donc relevant de l'archidiocèse de Douala dans le registre de l'église catholique romaine, parce qu'à ce niveau il faut être précis. Comment se porte l'église, l'archidiocèse finalement, peut-être avant d'arriver à votre paroisse? Oui, je crois que nous allons bien. Nous avons été secoués dernièrement, mais je crois que tout va bien actuellement. C'était une épreuve difficile. Hein? Oui, c'est une épreuve difficile, mais je crois que on essaye maintenant de nous relever et de confier tout au Seigneur d'avancer. Ok, la suite avec vous, Megui.
Bien, moi, je suis contente qu'on ait un abbé sur notre plateau ce matin qui pourra peut-être nous éclairer sur le point de vue religieux. Vous priez beaucoup, peut-être que vous appréhendez les choses qui se passent dans notre pays d'un autre regard par rapport à celui que nous pouvons avoir. Alors, beaucoup d'accidents, beaucoup d'assassinats, notamment celui... si c'est établi, en fait, c'est la mort de l'évêque Jean-Marie Benoît Bala. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays, de très, 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 très désolantes. Et les Camerounais se posent la question de savoir si ça n'augure pas, justement, d'un avenir assez sombre. Parce que rien que le week-end qui est passé, on a enregistré près de 60 morts seulement par rapport aux accidents de la circulation. Alors, l'Église, comment est-ce que vous percevez cela ? Oui, je crois que c'est une situation très difficile. Nous nous posons tous des questions. Et un nombre de fois, je crois que nous savons que le royaume de Dieu a été inauguré, le Christ est venu, il nous a annoncé la parole, il nous a donné la responsabilité de continuer son œuvre. Il a donné à nos cœurs, il a envoyé sur nous son esprit. Donc nous continuons, malgré notre fragilité, à avancer. Mais il ne faut pas oublier que nos cœurs sont remplis aussi d'égoïsme. Dans nos pays, il y a des accidents. Est-ce que les voitures est-ce qu'on respecte toute la législation dans les voitures, les transports, ainsi de suite. Donc, je pense que quelque part, la faute nous revient. Nous sommes responsables quelque part. Bon, ça n'empêche, il y a quand même un certain nombre d'événements aujourd'hui qui nous poussent à nous poser des questions. Mais un nombre de fois, nous savons que nous devons prier, mais nous avons aussi la responsabilité parce que je pense que les anges ne viendront pas transformer notre pays, les anges ne viendront pas mettre de l'ordre, non. Quand vous dites qu'on a une part de responsabilité, ça veut dire quoi? On pêche un peu trop ou alors nos prières qu'on élève? Non, je veux dire que nos cœurs sont encore remplis de beaucoup d'égoïsme. Oui. Beaucoup de choses qui nous arrivent. Vous savez, quelquefois on dit, ah, c'est Dieu qui a voulu. Mais il faut dire parfois que Dieu souffre avec nous. Quand ça ne va pas, je prends l'exemple de l'accident du 21 octobre à Ezeka. Mais on ne peut pas dire, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu a accepté ça? Mais si vous allez chercher des wagons qui ne sont pas fiables, ainsi de suite, vous voulez dire que c'est Dieu? Non, c'est nous. Donc il faut aussi regarder nos responsabilités au lieu de dire que c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Ça veut dire que selon vous, le destin n'existe pas? Non, non, le destin n'existe pas. Le destin n'existe pas. Non, si le destin existe, l'homme n'est plus libre. Alors, je crois que c'est très important, il faut que j'insiste, non. Si le destin existe, si ma vie est tracée, voyez, non. Dieu m'a créé libre. Et c'est là la grandeur même de l'ascension. Le Christ se retire pour donner à l'homme la possibilité d'exister. Dieu nous a créé libres. Mais si je deviens une poupée, une marionnette, ça veut dire que je suis plus homme. Donc, Dieu n'a pas à écrire mon histoire. Non. C'est moi-même qui écris mon histoire. Mais je suis rempli de son esprit pour écrire mon histoire. Mais il ne faut pas dire que Dieu m'a destiné à être prêtre, à être journaliste. Non, ça c'est des histoires. Non, ça n'existe pas. J'écris cette phrase généralement employée par les prêtres, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Appelés comment? Quand sent-on la vocation? Si vous n'êtes pas prédestiné à être prêtre. C'est toujours la question de liberté. C'est-à-dire, nous écoutons tous la parole. Mais je peux dire non, je peux m'enfermer. Ouais, c'est question de liberté. Si on nous retire la liberté, nous ne sommes plus des hommes. Ouais, si ma vie est déjà orientée par quelqu'un d'autre, non. Mais le Seigneur me crasse, me donne la parole. Quand on parle de 10 commandements, moi je ne voulais même pas parler de 10 commandements. Mais ce sont les 10 paroles du bonheur. Je suis et j'arrive, je parviens au bonheur, c'est tout. Mais Dieu ne m'écrase pas. Dieu n'a pas fixé les choses sur moi, non. Ça, c'est une hérésie. Dieu peut avoir tracé et c'est à nous de choisir les chemins. Dieu nous propose le bonheur. J'ai en moi beaucoup de possibilités. Je peux être médecin, je peux être ingénieur, il y a beaucoup de possibilités en moi. Mais j'ai un cœur qui peut m'incliner à faire telle ou telle chose. Mais je ne peux pas dire que c'est Dieu qui me demande que c'est... La question que je voulais vous poser, depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui, l'Église a un langage. Dans ce langage, elle dénonce 4 types de mots. Homosexualité, ésotérisme, parrainage, prostitution. Charles Hamel, je crains qu'on ne soit hors du sujet. Non, c'est hors du sujet. Non, le prêtre ne représente pas l'épiscopat ou bien... Je ne parle pas, je suis en train de parler des noces. Non, ce sont des sujets très sensibles. Je peux répondre. L'Église dénonce, puisque la question qui a été posée par Migui tout à l'heure, c'était par rapport aux événements qui arrivent
qui arrivent au Cameroun, au tristes événements qui arrivent au Cameroun, on ne peut pas s'en détacher. L'Église quand même tire la sonnette d'alarme depuis 10 ans aujourd'hui. Alors quel est le regard? Est-ce que c'est lié? Ces différents événements sont liés par rapport aux accidents, à tout ce que nous vivons aujourd'hui? Je crois que si on décide de choisir le parti du mal, toutes les conséquences se suivent. Comprenez, hein? Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous pensons que le Seigneur nous a créés et il nous a tracé une route. Si nous prenons une autre, tout le reste vient. Donc à vous de comprendre, l'Église ne sera jamais, jamais, jamais pour l'homosexualité et tout ce que vous avez cité là. Non, nous continuerons jusqu'avec la dernière énergie à dénoncer cela. Mais si nous sommes libérés, je parlais tout à l'heure de la liberté, si nous décidons de nous gérer dans notre liberté et de l'utiliser n'importe comment, alors accueillons aussi les conséquences. Oui, Bombok Began. Oui, moi je reviens sur deux prêtres. Il y en a un dogmon, il a dit ne vivons pas, ne cherchons pas le ciel comme si la terre n'existait pas. Tout à fait. Et il rattachait également à ça un qui m'a enseigné, il est aujourd'hui décédé par son âme, Jean-Marc Ella. Il disait comment dire la messe dans un environnement de paupérisation. Donc, vous êtes dans un Cameroun aujourd'hui, dans cet environnement. Qu'est-ce que vous dites aux C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que vous dites aux ouailles, par exemple, par rapport à ça? Vous les dites seulement, bon, croyez à Dieu, il va vous libérer demain, alors que la terre existe. On n'a jamais dit ça, l'Église n'a jamais dit ça. Ça, c'est dépassé, on ne l'a jamais dit. Je disais tantôt que notre avenir nous revient, notre bonheur nous revient. Ben, il faut faire la distinction entre le bonheur éphémère, les joies mondaines et le vrai bonheur. Mais il faut bien que... Ça. Donc, comme vous avez dit, nous sommes, le chrétien, c'est un homme qui a les pieds sur terre et qui regarde au ciel. Donc, on a pensé, par exemple, que les béatitudes, quand on dit « heureux les pauvres », qu'il fallait que nous soyons pauvres. Non, l'Église n'a jamais dit à un parent tu es heureux parce que tu ne peux pas te soigner, tu ne peux pas emmener tes enfants à l'école, tu ne peux pas nourrir ta famille, tu ne peux pas payer les factures de l'électricité, donc tu es heureux. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes appelés à travailler. Le Christ a travaillé. Le travail, c'est une béatitude. Donc on peut par exemple attendre de prier Dieu pour renverser le pouvoir. Pour renverser le pouvoir qui nous terrorise. Non, attendez, il y a un rapport entre le travail de l'homme et la grâce. Oui. C'est-à-dire, Dieu vient transformer le fruit de nos mains. C'est ça l'Eucharistie, comment dire la messe. C'est-à-dire, l'Eucharistie que nous célébrons part du fruit de notre travail. C'est ça que nous présentons au Seigneur, pour que ce soit transformé, transfiguré. Sinon, ça reste le pain. Quand moi, je célèbre la messe, le pain que je prends, je peux le jeter avant que je célèbre la messe. C'est un biscuit que je peux donner à un enfant. Mais quand je regarde comment le processus du travail, pour que j'arrive à avoir ce pain, on voit les machines, on voit le travail, la sueur de l'homme et tout. Et c'est ce travail que je présente au Seigneur pour qu'il transfigure, qu'il transforme tout ce que nous sommes. D'accord. Je vais voir de manière plus concrète. Oui. Nous dénonçons l'état de pouvoir tout à l'heure. Nos chefs d'État nous empêchent une bonne intégration, la libre circulation des personnes et des biens dans nos sous-régions. Le Cameroun est surendetté aujourd'hui. Il n'y a plus du budget de l'État. Et le cri, on risque de nous enlever l'organisation de la Coupe des Nations, les routes, ça tue, on ne les réaménage pas. Le citoyen doit se comporter comment? Il doit rester à prier? Comment il doit se comporter? C'est dans ce que je vais anticiper. Vous l'avez anticipé sur l'objet même de sa venue sur ce plateau en matière de citoyenneté, parce que vous comptez beaucoup sur le changement à travers cette citoyenneté auprès des jeunes aujourd'hui. D'où part donc cet intérêt de la part de l'Église ou bien de votre paroisse finalement? Je crois que l'Église est engagée depuis sa création à la promotion de l'homme et de tout homme. Nous travaillons depuis pour que l'homme ait de meilleures conditions de vie. Et je crois que l'Église est toujours présente à côté de l'homme. L'homme est au centre de l'activité pastorale. Et on est chrétien, on est citoyen. Peut-être je réponds à M. Bombok qui est là. On est homme, on est chrétien, on est citoyen, on appartient à une société, on a des droits et des devoirs, mais aussi on appartient à une communauté de foi. Parfois il y a des tensions, mais on ne peut pas sortir le chrétien de sa citoyenneté. Et le chrétien ne devrait pas se présenter, ne devrait pas penser qu'il ne doit pas s'occuper de sa citoyenneté, de la chose politique. L'Église, derrière Concile Vatican II, revient avec la constitution pastorale Gaudium et Spes, encourage
tous les chrétiens à s'engager pour la transformation de la société. Je disais tantôt que ce ne sont pas les anges qui viendront pour transformer notre pays, mais c'est nous-mêmes. Parce que nous avons cet esprit qui nous pousse à l'amour, qui nous pousse au service des autres. Alors, l'Église pousse. Oui. D'où l'intérêt que vous avez trouvé à l'opération 11 millions d'électeurs, par exemple. Tout à fait. Dont l'une des caravanes devra se rendre auprès de vous, je crois, ce week-end ici à Douala, autour de la personnalité de Cabral Libby. Cet intérêt aussi, pourquoi est-ce que vous adhérez à cela? Oui, je crois qu'il y a une démission aujourd'hui. Nous le disons tous, il y a une démission aussi bien en milieu jeune qu'en milieu des parents et autres. Et je crois que c'est un tort. L'Église devrait davantage encourager les jeunes, mais aussi les personnes mûres, à s'inscrire sur les listes électorales. Parce que si les autres, si on passe ici, je vois comment vous faites bien votre travail ici. Si on passe dedans à dénoncer, comment on va changer les choses comment? Vous voyez? Il faut travailler, mais il faut avoir son bulletin, il faut avoir sa carte d'électeur. Je suis d'accord avec ce que un tel, ou je commence même par la commune. Moi, je suis à Bonamoussa, à Douala, 5e. Est-ce que je suis content du travail qui est fait? Si c'est le cas, je renouvelle ma confiance au maire. Si ce n'est pas le cas, je fais autre chose. Oui? Donc, il faudrait que nous comprenions que nous avons le droit de nous immiscer, même pas immiscer, c'est même pas le terme, que nous avons le droit de participer à la chose. De nous impliquer, c'est ça. Tout à fait. Donc, les jeunes, il y a une certaine morbidité qu'on constate. Hein? Donc, nous sommes là pour leur dire, votre avenir se joue aussi là. Ne passez pas le temps, je vous en prie. Ne passez pas le temps à dire, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, on ne peut pas ceci, on ne peut pas cela. L'occasion nous est donnée. En 2018, nous avons 4 élections, tout le monde le sait. Alors, comment est-ce que je me situe par rapport à ça? Comment est-ce que le jeune se situe par rapport à ça? Donc, j'ai admiré ce que Cabral est en train de faire. L'engouement que cela entraîne, c'est très bien. Et je me suis dit, les jeunes devraient, au niveau des églises, tous les prêtres d'ailleurs, devraient s'engager à ce que les jeunes, tous les chrétiens, vous voyez, s'engagent à s'inscrire sur les listes électorales. Pour que le moment venu, chacun se prononce pour ou contre ce qui est fait. Ok, cher Lamé. Oui. Alors, quel est le regard que porte l'Église d'abord sur l'action que vous menez? Et n'avez-vous pas peur des représailles politiques à l'instar de vos prédécesseurs qui se sont essayés à la chose politique et qui ont été rapidement rabroués? Oh, je pense que le message que je porte, c'est le message que l'Église a toujours porté. J'ai cité tout à l'heure le Concile Vatican II, je cite même Monseigneur. Non, je crois que je suis sur la ligne de l'Église. On m'a demandé de conduire l'éducation à la citoyenneté. Donc l'Église est attentive à tout cela. Il faudrait que nous pensions que ce que nous faisons n'est pas en droite ligne avec la pensée de l'Église. Si! L'Église a toujours, peut-être des gens ont une conception de l'Église qui n'est pas... Il faut venir les inquiétudes à la messe sont bien fondées sur le fait que l'Église veut rentrer de plein pied dans la politique politicienne, par exemple. Je pense que peut-être la raison, ça si vous permettez, oui. l'Église catholique a quand même ce qu'on appelle commission justice et paix. Et cette commission existe dans le monde entier et contrôle les élections et fait même des propositions sur le code électoral dans tous les pays qui ont adhéré à l'ONU. Bon, en fait, c'était juste pour préciser. Oui. Bon, sauf que cette fois-ci, l'Église, à travers la paroisse de Bonamoussa Didoua, la 5e qu'il représente, veut aller un peu plus loin en encourageant. Je veux dire, non, je ne voudrais pas qu'on voit ça comme un événement paroissial. Non, c'est pas. Non, c'est pas un événement paroissial. Ça relève de l'archidiocèse. Ça relève de l'archidiocèse. Et partant même, je voudrais, votre chaîne arrive jusqu'à Bamenda, Marois, je ne sais pas. Je voudrais que tous les curés, les aumôniers des jeunes, les jeunes, que tous prennent conscience que sans leur carte de lecteur, ils ne peuvent rien changer. Vous comprenez? C'est ça. Et que nous ne soyons pas à la traîne, que nous nous engagions, que nous suivions le mouvement. Après, je ne suis pas là pour une chapelle, mais le moment venu que chacun se prononce. Sinon, dans le 31, on arrête. Donc c'est maintenant une course que nous disions pas, oh, est-ce que ça va changer quoi? Parce que c'est ce qu'on s'est dit, hein. La démission, est-ce que mon vote va changer quoi? Là, Non. On disait encore la dernière fois, il y a des pays où c'était encore plus verrouillé, plus dur. Donc, soyons des gens, l'élection de 92, ce n'est pas l'élection de 2018. Beaucoup de choses ont changé. Donc, si on s'engage, on est capable de faire beaucoup de choses. Et, pour finir peut-être, pour vous passer la parole, j'invite même les responsables d'église à s'engager.
dans les mairies, ça, dans les députations, partout. Tel que je vois l'abbé parler là, c'est comme j'ai comme l'impression qu'il supporte Cabral. Maintenant, je vais lui poser une question. Si demain Cabral lance la candidature présidentielle, il fait comment? L'Église ne donne pas de consigne de vote. Comprenez? L'Église ne donne pas de consigne de vote. Mais nous formons ceux qui vont voter pour leur dire, je suis étudiant, je vote pour qui? Est-ce que celui que je vais voter, qu'est-ce qu'il dit? Quel est son plan d'action vis-à-vis du monde étudiantin, vis-à-vis des Bayam Selam, vis-à-vis des commerçants, vis-à-vis des médecins, ainsi de suite. Donc, je me situe par rapport à cela. Mais je ne suis pas là pour dire, j'encourage ce que Cabral dit. Ça entre, ça n'est pas en contradiction avec... c'est plutôt le message qu'il porte. Non, oui, mais on l'invite à Bonamou Sadi pour qu'il vienne parler, pas seulement aux jeunes de Bonamou Sadi, pas seulement, mais à tous ceux qui pourront être là. Vous comprenez, mais ce n'est pas, je ne prends pas... Mais nous sommes solidaires de l'objectif 11 millions de... Tout à fait. Et c'est quelque chose de tout à fait inédit. Oui, mais... Et justement, l'objectif 11 millions d'inscrits, il faut le dire, va dans l'optique selon laquelle il est plus que temps qu'il y ait une alternance au Cameroun. Alors je me demande bien, est-ce que l'implication prononcée justement de l'Église aujourd'hui doit certainement aller dans la même optique, où il faudrait qu'il y ait une alternance au Cameroun? Est-ce que par ricochet, ça ne voudrait pas dire aussi que peut-être l'Église catholique aujourd'hui estime que les choses devraient changer et que le régime en place peut-être, il est temps qu'il quitte les choses? Oui. Surtout au vu de tout ce qui a précédé ces derniers temps. Oui, je crois que ma position, je ne parle pas là au niveau pour l'Église, ceux qui en ont l'autorité peuvent le dire. Moi, comme individu, Alain Michel, tant prêtre, je pense que il y a beaucoup de choses à faire. Moi, ce Cameroun, je suis resté un peu quelques années à l'extérieur, mais quand on revient, on est triste. On pense que beaucoup de choses peuvent changer. Donc, alternance, si ça ne va pas, pourquoi pas d'alternance? Si ça ne va pas. Moi, j'aimerais, quand je vais à Yaoundé, que je n'ai pas de stress, que je vais faire un accident. Vous voyez, le Cameroun, il n'y a pas d'autoroute. C'est maintenant qu'on commence à faire une autoroute. Et quand on va dans des petits pays comme le Bénin, j'emprunte l'autoroute. Mais ici, il y a beaucoup de choses. On n'est même pas prêt d'avoir l'autoroute. Mais si moi, je veux pour mon pays des travailleurs. Je veux pour mon pays des gens qui s'engagent pour le transformer à partir de la mairie jusqu'au sommet. S'il y a des bons travailleurs, pas de souci. Ça, c'est personnel. Dans ce même sens, vous avez dit l'Église se place toujours du côté des pauvres, des opprimés. L'option préférentielle, oui. Absolument. Lorsque vous regardez dans la situation, il faut bien que vous vous sachiez, même en tant que citoyen, en tant que citoyen, les opprimés sont de quel côté? Du pouvoir ou de ça dépend quel opprimé il y a. Il peut avoir des opprimés de tout. C'est vous qui avoir des opprimés du côté gauche comme du côté droit. Ça dépend de ce que vous entendez par opprimé. Vous comprenez? Mais l'Église a toujours fait, moi je suis jésuite, surtout la compagnie de Jésus, on a fait le choix on a l'option préférentielle pour les petits, pour les pauvres. Donc chaque fois et quand on dit pauvre, c'est pas seulement un pauvre matériel, pauvre à niveau de la tête, au niveau de la somption personnelle, donc pauvre à tous les niveaux. Et on s'engage donc à relever l'homme, c'est pourquoi on fait l'éducation citoyenne, pour que chacun comprenne la valeur du vote. Vous comprenez? Et je crois que les actions au cours, dans les mois prochains seront encore nombreuses pour qu'on pousse les uns les autres. Un maître, un gars que je cite à son âme, il vous disait que dans ce cas actuel, il ne faut pas être du côté du pouvoir parce que c'est un pouvoir, il ne faut pas être du côté du diable. Il avait estimé que le pouvoir... Non, je crois que c'est mal le saisir. Oui, voilà. L'Église, surtout la compagnie de Jésus, selon le haut et le bas. Vous comprenez, On peut être en haut et intellectuellement ou moralement être en bas. Vous comprenez, Donc on ne peut pas dire nous sommes seulement là pour ceux qui n'ont pas à manger ou ceux qui ne peuvent pas aller à l'école. En même temps, nous nous occupons de ceux qui ne peuvent pas aller à l'école, mais aussi en haut de ceux qui ont tous ces problèmes que vous connaissez. Nous sommes à côté d'eux pour les aider à
à changer. Nous sommes là pour ça. Il y a une maxime biblique, je préfère le dire aussi, qui relève que tout ce que Dieu fait est bon. C'est une phrase un peu bateau qu'on met un peu partout pour justifier tout ce qui s'est fait. Donc, de bien ou de mal, donc, on pourrait comprendre par là que même si le Cameroun se porte mal aujourd'hui, bon, c'est Dieu qui l'a voulu, donc c'est bon. On ne sait pas qu'il a un plan pour nous. Non, non, du tout. C'est comme si c'était écrit quelque part. Mais là encore, c'est discutable. C'est la philosophie jésuite. Non. Aucun prêtre vous dira qu'il est pour le dessin. Aucun. Dieu n'a pas dit. Mais en même temps, on nous dit que Dieu nous a déjà tracé notre vie avant même qu'on naisse, non, mon père? Non. Dieu, je suis le projet de Dieu. Ouais. Mais Dieu n'a pas un projet sur moi. Mais je suis le projet de Dieu. C'est différent. Mais il donne un talent à chacun. Oui, il donne. Voilà. Oui, il donne. Un Mais talent quand un verre est plein, il est plein. Ouais. Si celui-ci est plein et que vous amenez celui qui a 2 litres, il est plein, il est plein. Celui qui est plein ne va pas dire, mais je veux être comme toi. Non, il est plein, il est plein. Vous voyez? Donc les talents, à chacun selon ses dispositions. Le bonheur, c'est... le bonheur de celui qui a le verre plein de 30 cm, celui de 100 cm, le bonheur, c'est le bonheur. Et le Seigneur voudrait que nous soyons tous heureux. Vous voyez, tout ce que le Seigneur fait est bon, ça c'est sûr. Mais ne mettons pas tout, ne jetons pas tout sur Dieu pour dire, ah, c'est lui qui fait. Lui. Non, là, je suis... Vous savez, quand j'étais jeune prêtre, quelquefois je me disais, j'allais au deuil, je disais, ah, quand quelqu'un jeune meurt, je dis, ah, c'est Dieu qui a voulu, non, non, Dieu n'a pas voulu ça. Si vous ne pouvez pas amener votre enfant à l'hôpital, vous ne pouvez pas le soigner, vous n'avez pas des hôpitaux pour cela, vous dites que c'est Dieu, ça c'est zéro, ça c'est du pipeau. Mais étant dans le projet de Dieu, il ne peut pas susciter à ces personnes qui sont proches de vous, parce qu'on ne parvient quand même pas à comprendre que tous ceux qui sont proches de l'Église sont quand même, excusez-moi l'expression, un peu tordus. Est-ce que l'Église n'a pas... Vous êtes aussi proche de l'Église? Est-ce que l'Église n'a pas... Vous-même, vous êtes proche de l'Église? Prenez le cas, je prends par exemple de nos gouverneurs dirigeants, ils sont proches de l'Église, ils sont passés même entre les mailles de l'Église. Pourquoi est-ce qu'ils ne parviennent pas à respecter ces préceptes de l'Église? Qu'est-ce qui est modifié? Puisqu'aujourd'hui, beaucoup sont encore avec les membres de l'Église. Je me réserve de juger. Vous comprenez, je me réserve de juger parce que... Non, je me réserve de juger parce que moi-même, je ne suis pas un saint. Nous sommes tous pécheurs. Mais je crois qu'au lieu de regarder ce que l'autre fait de mal, regardons ce que nous pouvons tous faire de bien pour changer le pays. Et ce sera votre mot de fin, prêtre jésuite de la paroisse de Bonamoussadi, où vous en êtes le curé, le père Alain Michel Tan. Merci d'être passé sur ce plateau, nous apprécier sur l'éducation à la citoyenneté. On en a beaucoup appris, et nos téléspectateurs avec, et on va à l'instant même prendre une pause pour vous laisser partir avant la deuxième partie de ce programme. Merci. Voilà, merci. À la suite de notre invité, cette chanson, on va poursuivre ce programme en rappelant seulement que l'abbé Alain Michel Tan était là pour davantage aussi évoquer ce rendez-vous de ce samedi, dont je rappelle juste l'horaire, à partir de 9h30, si vous êtes intéressé, jeune femme, quel que soit votre âge, au discours portant sur la citoyenneté et cette éducation qui doit être implémentée aujourd'hui à travers le pays. L'Église catholique s'engage. Prenez le temps de vous y rendre à la paroisse catholique de Bonamoussadi à Douala 5e, en présence probablement aussi de Cabral Libi, l'inspirateur du mouvement 11 millions d'inscrits. Quelques messages à votre suite. Voilà donc, bonjour. Dans un couple, chacun doit assumer sa responsabilité. Parfois, le mari laisse de l'argent à la femme, laisse l'argent et la femme demande des choses chez la voisine pour couper l'argent et garder. Soyons responsables de nos actes. Quand nous étions enfants, nous allions au village toutes les vacances et jusqu'à présent, j'ai du mal à faire la différence entre nos voisins et les membres de la famille. Tout le monde partageait tout. C'est ça la culture africaine. Le problème, c'est juste que beaucoup abusent de ce partage, soit au mauvais entretien de ce qu'on demande, prendre sans demander ou alors ne même pas remettre ce qu'on a pris. Donc, ce n'est pas l'occidentalisation le problème, mais nous-mêmes. Landry, depuis Yaoundé. C'est l'occidentalisation, puisque ça s'est corrigé en communauté. Lorsque vous venez chez votre époux, chez une voisine, vous plaignez quand elle n'est pas là parce que vous êtes familière. Quand elle rentre,
vous dites. La suite Et des si messages. vous continuez, Oui, vous corrigez, on corrige. Voilà, je pense que l'abbé étudie autre enseignement, car le christianisme ne peut pas enseigner que le destin de l'homme ne dépend pas de Dieu, mais de l'homme lui-même. Donc, on a cet autre message qui nous dit que cette femme qui va emprunter des choses chez la voisine est tout simplement une mesquine. Voilà, l'Afrique centrale fait plus d'efforts que l'Afrique de l'Ouest au niveau des frontières. Nous avons des frontières forestières. Par contre, à l'Ouest, à l'Afrique de l'Ouest, les frontières n'existaient pas avant, c'était des zones transsahariennes. C'est Francis Yumbi. L'Afrique de l'Ouest nous dépasse de loin. On peut quitter le Nigeria, traverser tout le pays, arriver en Côte d'Ivoire sans passeport, sans visa. Rien qu'avec votre carte nationale d'identité du Nigeria, vous pouvez faire le tour de l'Afrique de l'Ouest. Or, vous ne pouvez pas le faire pour aller au Gabon. Au niveau des mentalités, alors c'est pas pareil hein, avec l'Afrique centrale. Vous avez raison. L'Afrique centrale est excessivement conservatrice. Contrairement à l'Afrique de l'Ouest qui est ouverte, vous pouvez facilement aller du Mali au Sénégal, partir du Mali au Ghana, du Ghana en Côte d'Ivoire. Déjà même que toute cette zone-là, c'est une côte, c'est le groupe Akang, c'est la même famille. Hein, je ne conçois pas que les femmes du Cameroun ne s'entendent pas avec les femmes de la Guinée équatoriale, ne s'entendent pas avec les femmes du Gabon, pourtant c'est la même famille. Alors que le président Biya causait effectivement avec le Bongo Père et Obiangema. Et c'est même avec des pays d'Afrique de l'Ouest comme le Nigeria et le Bénin que les ressortissants camerounais ont bien plus de facilité. Et étonnamment, parce que moi je me rappelle avoir pris un avion pour Lagos aussi, je crois qu'on n'a pas demandé de visa du tout. Voilà, on ne demande pas de visa. Comme ça me regarde aujourd'hui, que vous ceux qui achètent, Sam Sévérin, des voitures, débarquent au Bénin ou vont au Bénin acheter, prennent la route pour rentrer au Cameroun et ils ne sont pas du tout dérangés. Tout le long, dans tout le corridor, ils ne sont pas dérangés. Mais étrangement, lorsqu'ils commencent à franchir l'Afrique centrale, c'est l'histoire de toutes les misères, toutes les calamités. Et c'est ce qui justifie que nous soyons très très en retard encore en Afrique centrale à raison de ces mentalités rétrogrades qui nous empêchent de nous épanouir, de nous aimer les uns et les autres. Les derniers messages avant la revue. Voilà Robert de Tchon qui nous dit les femmes qui font cela ne sont pas toujours démunies. Très souvent, les bières et les tontines engloutissent la ration du jour et les poussent à quémander. Je voudrais qu'on change l'expression quémander, s'il vous plaît. C'est très réducteur. On parle là des femmes, on parle là de nos femmes, on parle de nos sœurs et de nos filles. Vraiment, arrêtons l'expression quémander. On parle de commander lorsque c'est dans un seul sens. C'est la mendicité. Mais ça se joue dans les deux sens. Il y a dans les quartiers où le jour de la femme, c'est la solidarité, c'est dans les deux sens. Quémander, c'est dans un seul sens. C'est dans les deux sens. Il y a ce qu'on appelle au quartier, c'est tendance qui maîtrise peut-être mieux cela. La nourriture, la nourriture. Aujourd'hui, quand tu peux pas, peut-être, je sais que ma meilleure copine au quartier, elle mangeait le zom. Elle mangeait le zom ou le coq. Lorsque je fais le zom, j'envoie son assiette à la maison. Mais cette copine sait que moi, j'aime bien manger peut-être le héros. Lorsqu'elle fait le héros, elle envoie. C'est comme ça l'Afrique, c'est pas quémander. Voilà. Vraiment, il faut enlever cette expression. Ce qui est condamnable, si c'est des commérages en réalité. Voilà. Des commérages. Maintenant, c'est ce que je disais, les commérages, on les corrigeait en communauté, et surtout lorsque deux copines s'aiment, oui, on en ajoute une troisième, on les corrige. C'était à l'époque de nos parents que les gens s'entendaient bien. Tu peux même envoyer ton enfant chez le voisin que va passer même les congés, même pour 2 mois. Mais à nos jours-ci, le monde a changé, ce n'est plus comme ça. Les parents ne faisaient pas ça avant, mais à l'heure-ci, une voisine te demande quelque chose, tu ne donnes pas, c'est ton nom qui va être à la réunion de J'appuie juste un peu d'une seconde pour dire, Sam Sévérin, lorsque vous assistez, vous allez dans un quartier où réside la solidarité, vous allez vous rendre compte que la personne endeuillée ne paie jamais la marmite au feu. La nourriture vient du tout le quartier. Elle ne met pas la nourriture au feu. C'est tout le quartier qui envoie chaque midi à manger pour tous ceux qui viennent pleurer. Mais bon, c'est votre argumentaire que je ne partage pas. Moi, je ne suis pas partisan de ces formes de solidarité parce que ça entraîne aussi beaucoup d'inconvénients. Rassurez-vous. Oui, même la solitude entraîne aussi des inconvénients. Vivre solitaire entraîne aussi beaucoup trop d'inconvénients. De toute façon, moi, je sais que
même si quand ma fille tombe malade, si le principal de son collège l'amène à l'hôpital avant que j'arrive, tout ce qu'il va payer, je vais devoir rembourser. C'est-à-dire qu'il ne va pas laisser ça comme ça, il va me demander de rembourser. Voilà. Et pendant les congés, il n'y a pas de principal de son collège. Voilà, C'est le voisin. Voilà, pendant les congés, c'est le voisin. Ouais, très bien. Ok. Voilà, donc Patrick Delopome, l'intégration sous-régionale de la CEMAC est un serpent de mer. Voilà, donc selon lui, c'est un serpent de mer. Pourtant, ce sont les mêmes familles biologiques. Absolument. Moi, il y a un truc quand même qui m'étonne dans cette affaire, Sam Sévérin. Lorsque vous arrivez en Afrique de l'Ouest, il y a l'association, si on peut appeler ça comme ça, l'association de tous les opérateurs économiques de l'Afrique de l'Ouest. Lorsqu'il y a le moindre boom, ils sortent comme un seul homme pour défendre leurs intérêts. Mais en Afrique centrale, on n'a même pas, c'est-à-dire la constitution de ce fichier des opérateurs économiques. Vous ne savez pas qui est dans la zone, qui est leader au niveau du Congo. Vous ne savez pas qui est leader au niveau du Gabon. Vous ne connaissez pas. Ni encore ici en Guinée équatoriale. Il y a des confrontations, des conflits même sur le plan économique. Ils ont développé dans la vie communautaire africaine. En réalité, c'est ça. C'est ça qui fait qu'un Sénégalais né aux États-Unis, il va parler Wolof, même s'il n'a jamais mis pied au Sénégal. Le cas de Ecom. Donc, je suis pour l'intégration au plan des échanges sur le volet économique, par exemple. Maintenant, si on peut faire le rapprochement avec l'histoire des tendances, je m'inscris en faux contre la communauté des biens entre les maisons et les familles. Voilà, on va prendre la suite. C'est la revue des réseaux sociaux avec vous. Voilà, la revue des réseaux sociaux. Et justement, on va s'intéresser au droit international, puisqu'on parle de frontières entre pays de la zone CEMAC. Mais cette fois, c'est entre le Cameroun et le Nigeria. Donc, le Nigeria qui exprime sa gratitude au Cameroun. Le nouveau commissaire du Nigeria au Cameroun, Lawan Abba Gachagar, a dit toute sa reconnaissance au pays de Paul Biya qui accueille actuellement plus de 58 000 réfugiés dans la région de l'extrême nord. C'était mercredi lors d'une audience au ministère de la Communication, rappelant que le 2 mars 2017, les gouvernements de la République fédérale du Nigeria ainsi que le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ont signé l'accord tripartite relatif au rapatriement volontaire des réfugiés nigérians vivant au Cameroun. Voilà. Donc, il ne peut que dire merci. Ça rentre un peu en contradiction avec des nouvelles qui ont fusé il y a quelque temps encore qui disaient que les Nigérians étaient maltraités au Cameroun. Non, non, non. Voilà. Les Nigériens sont les plus bien traités, Sam. Les gars là ont le pouvoir dans ce pays. Si vous voulez savoir, partez au camp Yabassi. Si tu as un problème avec un Nigérien, vous partez au commissariat. Il va te gagner. Même si tu as raison, toi le Camerounais. C'est que les gens disent là, c'est faux. C'est les gens les plus choyés, les plus dolotés au Cameroun. Quand les gens là parlent au Cameroun, les Camerounais ne parlent plus. Celui qui a dit ça a menti. Maintenant, est-ce que l'inverse est possible? Les Camerounais qui sont à Lagos, Abuja, est-ce qu'ils sont choyés aussi là-bas? Qui les gère? Tu parles souvent comme ça, je dis, Michel Sam. On gère on arrête bien les Camerounais, on les maltraite. Il faut voir ce que les gars là vivent dans les pays africains. Et c'est pas normal. Pourtant, nous sommes tous africains. Entendons-nous, on amène les Camerounais dans certains pays jusqu'au Liban à l'heure. Au Liban, en Turquie à l'heure. Pour rester avec le Nigeria, Bombok, sur le plan vraiment des relations séculaires qui nous lient avec ce pays, tout de même, dans la circulation des personnes, au-delà de la guerre qu'on a connue sur Bakassi et tout, est-ce qu'on peut dire que Nigériens et Camerounais s'entendent plutôt bien? Oui, je l'ai dit dernièrement. Si vous quittez à Douala du carrefour à Jip jusqu'à Ndokoti, en prenant le côté gauche, vous allez voir In God We Trust, c'est les Nigérians qui ont construit. C'est-à-dire si un Nigérian arrive à avoir un titre foncier à Douala, capitale économique de la semaine, monte des immeubles, vous allez voir, tout ce qui est écrit en anglais, c'est les Nigérians. Et l'autre chose, j'ajouterais ceci, je pense que c'est un magnat de la finance au Cameroun qui l'avait dit, Paul Fokam Kamoni. Lorsque le président a organisé un forum, un colloque à Yaoundé, investir au Cameroun, il a dit qu'il souhaite qu'on signe des partenariats économiques avec le Nigeria. Précisément, venant de lui, un opérateur économique de ce rang, ça veut dire qu'il a de bonnes relations économiques avec le Nigeria. Et quand vous voyez Dangote qui vient s'installer ici, le promoteur, je pense, c'est Tony Elumelu qui a également un projet. Et ainsi de suite. Donc, auprès des start-up. Nous pensons donc que c'est ce que je disais tout à l'heure. S'il y avait une volonté politique manifeste
je pense que les deux pays auraient eu des échanges fructueux depuis longtemps. Et c'est depuis longtemps que le Nigeria a revendiqué que le Cameroun rattache avec la route qui va, comme on appelle la Kumba-Manfé, justement parce qu'eux, ils avaient déjà une route. Ils voulaient faire cette collaboration-là depuis au moins 1980. Donc, ils n'attendent que ça parce que le secteur privé est très dynamique dans leur pays. Ils ont vu un dynamisme, le même dynamisme au Cameroun. Si on rapprochait les deux sur le plan politique, je pense qu'on serait loin. Ok, donc sur le plan diplomatique, donc maintenant, depuis qu'il est arrivé Buhari, vous avez le sentiment qu'il a développé de bons rapports avec son homologue camerounais dans ce sens? Il n'a fait que trouver ce qui existait depuis, sa sévérance. Le malheur du Cameroun vient de ceci, que c'est une Afrique en miniature, permettez-moi de le dire, sur le plan ethnique. Vous allez retrouver les Kanouris au Cameroun, vous retrouverez les Kanouris du côté du Tchad, du côté du Nigeria. Vous avez les Ibo, vous avez les Haoussa, vous avez les Peuls, vous avez même des expressions. J'ai même bien peur que le Cameroun, aujourd'hui, le Cameroun occupait une large superficie, bien avant qu'il ne soit réduit à ces 475 000 km² que nous avons aujourd'hui. Vous avez ce multiculturalisme où le pidgin, au Nigeria on parle le pidgin, au Cameroun on parle le pidgin. Les gars peuvent circuler facilement sur le plan sur le plan nominal. Vous avez les mêmes noms, qu'on retrouve au niveau de Kumba, au niveau dans le nord, ou est-ce que vous retrouvez dans le Nigeria. Donc il faut dire que c'est cet ensemble, cette proximité qui fait en sorte qu'on se trompe. Regardez que dans toute la zone du Kayaba, si vous vous imaginez que ceux qui payent le ticket, alors qu'ils devaient être à payer normalement leurs impôts. Alors, ce n'est pas ça. Ils circulent au Cameroun sans carte de séjour. Ça, il faut le préciser, les Nigériens circulent ici sans carte de séjour. Vous avez des Nigériens qui ont construit des mini-cités. Dans cette ville de Douala, vous allez du côté de leur pomme, vous allez vous rendre compte que les meilleures maisons de ce côté, c'est les Nigériens qui ont ces maisons à ce niveau. Vous allez à Bepanda, une partie de Bepanda, vous allez à Nkolo, en Gonsois, dans toute la zone de Gonsois, ce sont les Nigériens qui ont construit. Mais est-ce que l'inverse est possible au Nigeria? Non. Non, je pense qu'il serait temps aussi que le Cameroun pense un peu. Parce qu'on dit souvent, il y a un proverbe de chez nous dit, oui, à des moments il faut apprendre à faire un peu de mal. Merci. Vous dites quoi? Tant qu'on nous aussi on n'est pas respecté à l'extérieur, il faudrait qu'on essaie d'imposer, qu'on donne une conduite à tenir à tous ceux qui entrent. Vous-même? Oui, moi je pense que le Cameroun subit, je ne veux même pas appeler ça des injustices, parce qu'il est temps peut-être que notre gouvernement ouvre un peu les yeux et pense aussi quand même au Cameroun. Voilà. Parce qu'aujourd'hui on parle du Nigeria qui félicite le Cameroun quant au traitement qui est administré aux réfugiés nigérians. On parle des Nigérians qui sont au Cameroun. Ce sont nos frères, on n'a rien contre eux. La preuve, ils vivent avec nous en toute quiétude, c'est la paix, on rigole avec eux. Mais quand on se rend compte, comme le disait Charles Armel, moi, je connais des Nigérians qui ont construit des immeubles ici et qui ne cèdent la location qu'aux Nigérians. Voilà. Ils ne cèdent la location qu'aux Nigérians. C'est-à-dire aucun Camerounais n'est admis à louer dans ces immeubles-là. C'est vrai. Mais c'est vrai. Aucun Camerounais n'est admis à louer dans ces immeubles-là. Alors que les Camerounais les acceptent, on leur loue des appartements, des maisons. Ils vivent dans nos quartiers sans problème. Oui, sans problème. Ils s'asseyent dans les bars avec nous, dans des pubs. Ils font même souvent plus de bruit. Moi, j'en connais qui nous disent que lors d'une altercation, je vais t'enfermer dans ton propre quartier. Ils ont une diplomatie de présence, mais c'est la faute de nos dirigeants. Ce n'est pas normal qu'il y ait un Nigérian qui a un immeuble et qu'il refuse la location aux Camerounais. Voilà. Ce n'est pas normal. Ça, c'est des choses qu'on devrait, on devrait interdire. Que quelqu'un a un immeuble, il y a des Camerounais qui viennent comme tout bon citoyen. Vous êtes dans le pays des gens, mais vous refusez de louer un appartement à un Camerounais. Et je dis, ils vivent en autarcie dans cet immeuble-là. Ils sont là, c'est toujours fermé. Vous ne pouvez pas y accéder. Vous ne pouvez pas. Et quand ils passent, ils vous montrent très bien que, écoutez, nous, on est comme on est. Vous êtes à part. Et ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. C'est les gens qui payent la maison chère. Si tu veux louer, un Nigérian dit Megui, pardon, ne discute pas avec lui. L'appartement qu'on te laisse à 5 ans, il va prendre 75 000 et payer 1 an. C'est vous là qui faites avant qu'on nous laisse loyer, 1 an de loyer, 8 mois de loyer avec 3 mois de caution. C'est à cause de vous. Il faut qu'on va suspendre ça. Somme sévère sur 100 églises qui existent au Cameroun, les 100 églises sont nigérianes. Le reste sous-traite auprès des Nigérians
et leur reverse des impôts, des frais d'utilisation, de, comment ils appellent, l'autorisation de l'agrément. Donc, pour avoir utilisé l'agrément, vous devez leur reverser de l'argent tous les mois. À défaut de ça, eux-mêmes en interne, ils ferment. Nous avons eu le cas de Winner Chapel. Permettez-moi d'en parler, puisqu'on a eu le cas de Winner Chapel, qui, au bout de l'implosion, où tous les pasteurs principaux sont des Nigérians, avec des salaires de 450 000, 400 et poussières de 1000, ils sont logés, nourris, véhiculés, tandis que les pasteurs camerounais exerçant dans ces mêmes églises ne valent absolument rien. Et ce sont ces pasteurs qui menaçaient de rentrer en grève et ils ont commencé à faire une dénonciation qui était passée dans le messager et dans Mutation. On a donc le sentiment que le Cameroun a un peu plus de rapports étroits au niveau de sa communauté avec le Nigeria, plutôt qu'avec ses autres frères d'Afrique centrale, comme la Guinée, le Congo ou le Gabon. Les Nigérians sont en nombre important au Cameroun. L'inverse n'est pas possible. Ce n'est pas bien mauvais, puisque une terre d'accueil, c'est vrai, nous le sommes, mais trop de permissivité aussi. Donc, de la part de nos autorités, il faut un peu plus de contrôle et de régulation, des réglementations pour la préservation des intérêts de nos compatriotes résidant sur notre sol. Et Sam, si tu permets, vraiment, excuse-moi, il y a d'autres comportements. Quand on arrive dans ces pays-là, où tu constates que des Camerounais, quand ils veulent acheter le même produit qu'un par exemple un Nigérian ou un Gabonais, tu te rends compte que le produit leur est vendu plus cher à eux qu'aux nationaux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc vraiment, il faudrait qu'on pense un peu à la nous. suite. Donc la suite, voilà, on va parler d'une mutuelle des enseignants en fait, une mutuelle des enseignants qui veut construire 3000 logements pour les instituteurs en partenariat avec des sociétés immobilières et plusieurs banques. La Cameroon Teachers Initiative for Mutual Assistance, CITIMA, entend construire 3000 logements donc sociaux à Kolbison à Yaoundé, plus précisément au lieu dit Ongot. Cette opération, un enseignant, un toit, a été présenté aux instituteurs, personnels médicaux, nouvelles recrues de la fonction publique et des communes. Pour être membre de la mutuelle, verser 5 000 francs comme frais d'adhésion. Les coûts sont au cas par cas et le seul connu à cette date est le prix d'achat du terrain à 6 600 francs le mètre carré, toutes taxes comprises. Et s'il n'y a pas assez de moyens, on vous remet une maison évolutive, puis vous vous occupez du revêtement. Ceci émane du président du conseil d'administration de cette mutuelle-là. Donc, les internautes se sont beaucoup intéressés à cette information et puis qui se disent que c'est une aubaine, justement, pour les fonctionnaires qui se débattent comme ça, tant bien que mal. Et d'autres estiment que c'est l'État qui devrait encore une fois prendre en charge la situation des Camerounais au lieu de laisser les uns et les autres se lancer dans de telles initiatives. Je suis de cet avis des internautes. Hein, c'est l'État, mais face à la démission de l'État, les citoyens s'organisent, ils se débrouillent. Et le même État, rappelons le SAM, il a empêché la mutuelle des enseignants quand cette mutuelle voulait prendre le CPR pour contrôler la politique du livre, et non seulement le contenu, mais également la distribution du livre scolaire. On n'en serait pas là, l'État a venu. Donc aujourd'hui, je pense que comme l'État est dos au mur, et peut-être même que le projet les a surpris, donc les enseignants se sont achetés le terrain, se sont engagés à le faire. Donc c'est une très bonne initiative que j'apprécie pour que les citoyens s'organisent davantage et se rendent compte qu'en réalité... C'est très bien. Lorsque l'État est défaillant, s'il y a des solutions parallèles comme cela qui peuvent naître, tant mieux. C'est peut-être ce que le prêtre disait tout à l'heure, Charles Hamel, qu'on puisse imaginer des formules permettant à ce qu'on se prenne en charge nous-mêmes. Même si j'aurais encore envie de demander où est le piège. Même si j'aurais envie de poser cette question, où est le piège? Parce que c'est trop beau pour être trop vrai. C'est trop altruiste, Sam Sévéran, connaissant les Camerounais, connaissant l'esprit, excusez-moi, qui nous est imposé par ce système vieillissant. Je crois qu'il y a toujours la recherche de l'intérêt. 6 600 francs le mètre carré, c'est pas mauvais. C'est construit sur combien de mètres carrés? Il faudrait ponger sur combien de temps? Alors, 5 000 francs d'inscription pour... Alors, l'image, c'est juste le projet sur le papier, c'est ça? Voilà. Non, je considère réalisé. C'est déjà réalisé, ça. On considère la réalisation. Est-ce que c'est sur 100 mètres carrés quand on essaie de regarder, si on évalue? Alors, le temps de remboursement va être échelonné. Si on ne respecte pas le remboursement en termes d'échelonnement, non. Je me dis, il doit avoir une pièce. Mais pour le moment, je me contente de dire... Non, peut-être pour ajouter une précision, non. Cette mutuelle des anciens existe depuis longtemps. Et ils ont acquis leur terrain. C'est-à-dire que ça revient d'abord à leurs membres. C'est-à-dire que, comme la mutuelle existait, ils ont dit
qu'est-ce qu'on fait? On a passé de moyens depuis qu'on a coupé les salaires en 94 et tout. Ils se sont organisés. Il faut encore préciser que beaucoup sont de nos compatriotes d'expression anglaise. Hein, parce qu'ils ont développé cette vue communautaire-là. Donc, en réalité, comme il faut donner l'équivalent, ils ne sont pas à 6 000. C'est là que je disais qu'ils ont investi depuis cette date-là, depuis le milieu des années 90. Et ils ont donc acquis. Et il faut donc donner, puisqu'il faut payer les taxes foncières. Il a précisé que le prix connu à cette date est le prix d'achat du terrain, 6 600 de taxes composées. Donc c'est maintenant là, ceux qui vont vouloir récupérer, je pense. Je disais donc effectivement, les membres de cette mutuelle le savent, puisqu'ils ont de communs accords. J'ai donné juste cette explication, je ne conteste pas. Pour dire que ce n'est pas un bonbon Benga qui devient enseignant aujourd'hui, qui va aller acheter le terrain comme ça. Il faut d'abord être membre de la mutuelle. Et maintenant, si vous êtes un nouveau membre, vous allez donc vous aligner comme par rapport à ce qu'elle a énoncé là tout à l'heure. Pourquoi ils ont fait ça seulement à Yaoundé? Ils ne peuvent pas venir même à Douala. Parce qu'à Douala, les gars ont besoin de ça. Dans les 10 régions, même, ça va nous aider. Moi, même si on me donne un appartement avec Bram, que m'a dit où? Oh, c'est dû au pays, papa. Je vous encourage, mes félicitations. Mais continuez comme ça, vous faites dans tous les 10 régions s'il y a la possibilité. Ça va aider nos enfants, aider nos maris, aider nos petites soeurs et nos beaux-frères. Très bien, merci. Sur ce, on prend la troisième information. Et non, ça va pour aujourd'hui. Alors, vous permettez donc que je rebondisse maintenant, pour dire, Sam Sévérin, que est-ce que les enseignants seront satisfaits de ce projet? Parce que quel projet, lorsque j'essaie de voir, c'est quand même quelque chose de monté, c'est une sorte d'imposition. Est-ce qu'on a permis à chacun d'imaginer son plan, même si par la suite il faudrait rembourser? Ça aussi, c'est encore des questions, parce qu'on se rappelle des modèles de la SIC, où lorsque vous êtes en haut, lorsque vous avez la maison, vous occupez la maison du bas, pour un peu qu'on pile je sais pas moi, le pain, on pile les noix, vous ressentez le bruit là, comme si cela se passait dans votre maison, pour un peu que quelqu'un marche les dalles était frêle. Espérons véritablement que cela respecte et que ce sera fait avec des matériaux définitifs. Mais je trouve cette action salutaire et un exemple à suivre pour le gouvernement, dans ce sens que beaucoup d'enseignants vont à la retraite en étant en location. Beaucoup finissent même par mourir en location, abandonner leurs femmes et leurs enfants dans la location parce qu'ils n'ont pas eu de quoi pouvoir subvenir aux besoins. Ce n'est pas les répétitions, ce n'est pas la barre des fascicules qui va les permettre de pouvoir s'en sortir, ou encore moins ce qu'on les donne en termes de, à la fin, lorsqu'ils sont en retraite, la petite pension qui les permettra de faire quelque chose. Je crois qu'il est temps de penser maintenant. Dans les bébés, c'est essayer, mais je pense qu'il faut encore faire, il y a encore des efforts à faire pour pouvoir permettre. Ok, très bien. Alors, puisqu'on a encore quelques petites minutes avant interpellation, le temps donc d'évoquer la grosse actu du jour, si vous le permettez, puisque nous serons rattrapés le temps que la conférence de presse tienne, parce que nos reporters sont à pied d'œuvre du côté de Yaoundé. On va quand même rester attentif à ce qui va se dire aujourd'hui. Ce sera Charles Amel Mbombok autour du stade Omnisport Amadou Ahidjo. Et on parle d'une conférence conjointe de deux ministres, Issa Chiroma Bidounkpat, pour réagir aux dernières décisions de la FIFA. Vous vous imaginez que le feu brûle. Le feu brûle, Bidounkpat est au feu ou au moulin à ce moment. Ne soyez pas surpris. Pourquoi ça vous fait sourire, monsieur Macho? C'est le pays qui est en danger, vous vous imaginez? Imagine le pétitionnement dans lequel le gouvernement se trouve. Quand il dit le feu brûle, il n'a pas voulu utiliser... Lorsque nous avons tiré, nous tirons et ça, on nous a dit non, non, vous tirez pour rien. Il n'avait pas à vous en faire. Non, vous êtes les antipatriotes. Nous sommes les antipatriotes. Voilà qu'aujourd'hui, on a sorti le dernier boulet. Là-bas, le terrible, il n'y a aucune méthode pour pouvoir contourner cette décision de la FIFA. Il n'y a aucune voie de contournement. Donc, à l'heure actuelle, moi-même, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont dire, hein, parce que je ne sais pas trop. Pour une fois, Binou pas transpire. Pour une fois, il a la transpiration, parce qu'il ne sait pas comment négocier, avec qui négocier, qui rencontrer en ce moment. Donc, je crois que ça va m'enfler. Il y a quelqu'un de sa démission. Alors, vous dites, Mabok, que ce n'est pas lui le principal coupable. Il est peut-être le bouc émissaire, mais c'est pourtant lui qui avait signé la note d'annulation. Oui, mais sauf que le comité de normalisation est arrivé avec Abdoum Garoua. Ce n'est pas lui. C'est-à-dire que ça a mis long sous Abdoum Garoua. Quand il vient, il trouve le processus, je dirais, presque à terme. Et il continue dans l'action gouvernementale. Non, Sam, rappelons-nous qu'on l'enlève en 2004, à la veille d'une assemblée générale de la FECAFOOT. On l'enlève, on va relire les textes.
à la FIFA à Zurich en novembre 2005 et on est revenu à la case départ alors que Bidounkpa n'est pas là. Non, Sam, ce problème, c'est de la haute responsabilité du chef de l'État à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est, vous savez, c'est lui qui a enlevé avec la mallette là, de 94. Il enlève Massoade Bernard pour le remplacer par Bepounboum. Lorsque Bepounboum arrive, curieux, bon, il veut mettre en place la charte des sports. Parce que l'État, dit-il, l'État n'a pas d'argent. D'accord. Il met donc cette loi de charte des sports qui donne les coups de franche aux fédérations. On lui dit, mais c'est ça que tu es venu faire ici. Nous, on a l'argent là qu'on veut prendre. Bon, on l'enlève aussi. On le remplace par Macron. Qui veut commencer la même impulsion, on l'enlève, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, arrive donc Michel Zoua, qui lui aussi pense qu'il faut vraiment relancer le football camerounais, on l'enlève aussi. Donc, en fait, nous pas revient aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en 2000, après Joseph Owona, qui est parti, il a engrangé des victoires et ça a rapporté un peu de sous. Et un jour où on parle à 4 c'est trop beau, oui, c'est trop beau. J'ai dit qu'il va ramener de l'argent. Bon, un ministre fonctionne avec des conseillers juridiques. Lorsque cette affaire a commencé à brûler, il devait faire appel à ses conseillers juridiques en leur posant la question de savoir, dans ces situations, laquelle vous pensez... Ces conseillers, lui, on s'en dit qu'il faut y aller, l'État est quoi, on n'a pas de souci. L'essentiel, c'est gérer les élections. Il faut que Bidounkpa apporte l'argent au chef de l'État pour gérer les élections. Il va nous dire aujourd'hui non. Comme le chef de l'État a pris l'engagement, on attend l'équipe de la FIFA de pied ferme. Alors, tendance, que peut faire le gouvernement, Issa Chiroma aux côtés de Bidounkpa, aujourd'hui face à la presse, pour dire quoi devant la presse par rapport à la décision de la FIFA? Chacun va dire ce qu'il a dans son cœur. Je sens qu'aujourd'hui, une personne n'a dormi. Si on vous dit que parmi les 3 là, quelqu'un a dormi, c'est que je parle. Ils ont prié. Certains m'ont appelé même leur marabout. Que ouais papa, dis-moi comment il veut me comporter face au public. Ce n'est pas le nom d'une émission. Ce n'est pas le nom de l'émission qui passe à la radio, mais c'est ce que les gars ont réfléchi aujourd'hui. C'est que vous allez parler, non? Nous-mêmes aussi, on va entendre. Très brillant. Celui qui parle bien, on s'aligne. Celui qui parle mal, il sait ce qu'il attend. Les perdus est tout là pour faire les yeux doux. Est-ce que les perdus perdent le temps? Non. Voilà. Justement, les conséquences de cette décision de mettre sur pied un nouveau comité de normalisation peuvent être gravissimes dans le cas où on considérerait que M. Tombi a agi en totale illégalité. Donc tous les effets relevant des décisions qu'il a prises, de toutes les nominations, toute la gestion en termes de milliards de francs, tout cela relève désormais du pénal et il peut faire l'objet de poursuites. Il y a un journal, l'Info Matin, qui titre ce matin que Bidounkpa Tombi pourrait retrouver la case prison. Alors les jours qui arrivent sont très très dangereux parce que le président, dans sa fureur de voir que la CAN peut lui échapper, voudra, comme à son habitude, forcément s'abattre sur ceux-là qui l'ont amené dans cette erreur. Un Cameroun aujourd'hui vraiment dos au mur. On ne peut que prier pour la suite des événements, mais nous l'avons bien cherché. En attendant que la prochaine mission CAF FIFA ne puisse débarquer pour venir désigner ces personnalités-là. Merci beaucoup. La suite de ce programme. We are inside this our country, Cameroon. When we see any errors that are going inside our country, we have to tell people so that the government should look between the 2 English provinces, Bamenda and the Southwest, because now many children are not going to school. Since up to today, we are having almost 4 months today that children have been staying inside the house without going to school. Right up to today, there is no solution. They should try every means to have a dialogue with those 2 provinces. We are all one. We are all one. All of us, we are Cameroonians. So they should try all possible means to meet in touch with those people to get a dialogue with them so that children should be back in school. Secondly, again, what I want to say, concerning again, the road also going to Bamenda, the route is not nice. We're having a bad road from Babaju to Bamenda. You take 4 hours when you are leaving Douala to Bamenda. You take 4 hours. So right up to, we don't know what the government is doing. Thirdly, again, when we talk of senator, we don't see that we have senators inside this our country. Because there's the senator that have the right to go and tell the president that you people should stop. This is what we need. This is what we need. But since then, that things have been going wrong inside the country. The senator is just sitting down, looking places.
Voilà, il a beaucoup parlé de la question anglophone, de tous les problèmes qui se posent. D'abord, il souhaite que l'école puisse reprendre les enfants, qu'on les laisse reprendre l'école, qu'on fasse tout, mais aussi la problématique de la route entre Babadjou, Bamenda, Sekoupé, Megui. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Oui, je suis tout à fait d'accord avec le compatriote qui estime que peu importe la situation qui prévaut dans la partie anglophone du Cameroun, on ne devrait pas interdire aux enfants d'aller à l'école parce que nous sommes tous Camerounais et on a des droits et des devoirs. Et un des droits primordiaux des enfants, c'est justement ce droit à l'éducation. Donc les enfants, peu importe la situation qui existe, devraient aller à l'école. Il fait également allusion à nos axes routiers. On en parle tout le temps sur ce plateau. Il invite le président de la République à jeter un regard particulier sur nos axes routiers. Il a parlé de l'axe Babadjou-Bamenda, qui revient tout le temps, qui est impraticable, il n'est pas conseillé de s'y engager du tout. Donc c'est à l'image de presque tout le circuit routier du Cameroun qui devrait faire toilette neuve. En tout cas, Bombok, sur l'axe Babadjou-Bamenda, on sait déjà ce qui avait été dit par le ministre des Travaux publics sur un important financement qui devrait relever de ce travail. De la Banque africaine de développement, 118 milliards de francs CFA. Bon, il ne nous dit pas s'il faudra ajouter peut-être. Et quand est-ce que les travaux vont commencer? Après, ils viendront peut-être nous dire qu'il faut encore faire des travaux d'études. Bon, on ne sait pas. Donc, voilà, le compatriote dénonce l'incurie du gouvernement, franchement. Et là, ça va peut-être encore radicaliser la position de nos compatriotes. Et on sort par vous, Charles Armel, justement, les routes qui ne se portent pas bien en direction de la zone anglophone, la rentrée scolaire proprement menacée aujourd'hui. Que peut-on entrevoir dans les prochains jours? Alors, Sam Severa, on ne pourra rien entrevoir, les yeux étant rivés actuellement sur la CAN 2019 et sur l'effectivité de la CAN. Je peux vous rassurer que tous les autres chantiers même vont être abandonnés dès à présent jusqu'à ce qu'on récupère, qu'on se retrouve encore plus, on ait l'esprit plus serein par rapport à cette CAN qu'on tient absolument à arranger. Pour dire quoi? Pour dire que pendant qu'on a les yeux rivés sur la CAN, on néglige les problèmes en interne qui ne cessent de prendre du volume et qui ne cessent de prendre de l'ampleur. On est passé de 2 jours à 3 jours aujourd'hui. Qui sait ce qui va se passer? On a encore ouï dire par nos différents correspondants dans la zone qu'il est strictement interdit à tous les commerçants de vendre, de commercialiser les cahiers et les livres, que leur rentrée c'est en janvier. Sur quoi se sont-ils basés pour le dire? Il faut dire que la situation est assez grave. Ils ont refusé, ils ont dit qu'ils vont faire eux-mêmes leurs cahiers, ils vont faire eux-mêmes leurs livres qui sera commercialisé en temps opportun à janvier parce que leur rentrée c'est en janvier. Ont-ils le droit? Ont-ils les possibilités? Le gouvernement va-t-il laisser faire cela? Je crois qu'il devrait. On ne peut pas se fixer sur quelque chose qu'on est sûr de ne pas en donc dans quelques jours, c'est-à-dire le 4 septembre, ça ne vaut pas la peine d'espérer voir les gens. C'est ce qu'ils ont dit, puisqu'ils sont passés de 2 jours de grève à 3 jours de boycott des horaires. Beaucoup de familles sont déjà en train de descendre. Et ils sont passés, le flux à Mezam, pour ne pas citer les agences de voyage, le flux est ils sont débordés. Les enfants sont en train de regarder et vous allez vous rendre compte que c'est les enfants qui viennent s'inscrire ici. Et les gens sont déjà saturés, les établissements scolaires anglophones sont déjà saturés véritablement. Que faire? Comment faire? Il faut absolument qu'on puisse décrisper cette voilà, donc situation inextricable, donc difficile à gérer, la question de la zone anglophone avec le sous-système éducatif toujours paralysé. On est sans nouvelles de ce que le gouvernement entend. Voilà aussi à quelques petits jours, une dizaine de jours de la prochaine rentrée scolaire, les choses sont quasiment gâtées de ce côté. C'était l'objet de cette interpellation de notre compatriote d'expression anglaise. Voici le temps de notre partenaire, Vergeture-Off. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est vergeture? Heureusement, il y a Vergeture-Off. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeture-Off favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeture-Off, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeture-Off repart et protège. Vergeture-Off, le miracle du cosmétique. Voilà pour en parler, donc toujours avec nous, Madame Mariette, bonjour. Bonjour Sam, bonjour toute l'équipe du Zénith. Alors c'est quoi la bonne nouvelle de ce matin? Alors avec Madame Vergeture-Off, c'est toujours de bonnes nouvelles.
Bonjour, chères utilisatrices de Vergeturof. Parce que nous vous aimons, parce que nous avons le souci de régler tous vos problèmes de vergeture, nous venons ce matin pour vous rassurer que Vergeturof, c'est un produit serein, au stock illimité pour toutes les couches, en lieu et en temps, dans nos différents points de vente. Alors, pour ceux qui vous écoutent ce matin et qui vous découvrent, parce que vous êtes déjà passé, on ne perd rien à rappeler. Si c'est pour leur première fois, c'est quoi Vergeturof? Alors, pour ceux qui me découvrent ce matin, Vergeturof, c'est simplement une plante faite à base de plantes et de fibres naturelles qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer les vergetures sur l'ensemble du corps, elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Elle favorise la régénération cellulaire. Elle est également hydratante pour la peau. Voilà, vous nous rappellerez aussi le mode d'emploi. Alors, aussi simple, pour utiliser Vergeturof, il suffit simplement de nettoyer la zone problématique, prélever une quantité généreuse de produit à l'aide d'une spatule, l'appliquer sur les marques de vergeture, frotter pendant 2 à 3 minutes avec par des mouvements circulaires jusqu'à obtention d'une chaleur, preuve que le produit a effectivement pénétré. Mais par ailleurs, il est à noter qu'il faut éviter l'association des produits éclaircissants pendant l'utilisation de Vergeturof. Et tout à l'heure, vous avez parlé, madame, des différents points de vente à travers le pays. Alors, pour les utilisatrices potentielles ou alors celles qui en ont toujours besoin, où trouve-t-on le produit? Alors, nos produits sont dans les supermarchés Santa Lucia du Douala et Yaoundé, dans les supermarchés Yatch du côté de Bafoussam et parfumerie El Blanco, dans la parfumerie Paradis à Kribi, donc à Garoua dans la parfumerie Kaka, à Maroua dans la parfumerie Fashion Dabo, à Ngaoundéré dans la parfumerie Bito et Tissu, à Bertois dans la parfumerie Famille Boutique, à Ebolova au marché du Lac, parfumerie Abdou, à Mbalmayo marché central, parfumerie Madonna, à Tchan, parfumerie Fotou, à Bouya, parfumerie Queen Moder. Voilà, la marque qui essaie d'étendre son réseau et pour toutes les personnes désireuses de commercialiser les produits Vergeturof, quels sont les contacts? Alors, pour toute personne désireuse de commercialiser les produits Vergeturof, il vous suffit simplement d'appeler au 694 88 84 57, 694 88 84 57, ou alors le 680 00 28 28, 680 00 28 28, ou notre site www.vergeturof.com. Voilà, merci beaucoup, madame Vergeturof, et à la prochaine. Merci. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturof. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturof, repart et protège. Vergeturof, le miracle du cosmétique. Voilà, à la suite de ce programme, le Zénith édition de ce vendredi, vous l'aurez remarqué, nous sommes en tenue d'entreprise pour bien magnifier notre appartenance au groupe. Ça se passe ainsi tous les derniers vendredis du mois. La suite, c'est avec les petits messages encore. Avec vous, Meggy. Voilà donc, depuis notre page Facebook, on a Pierre Titi qui nous dit que l'intégration sous-régionale est impossible avec un salaire de base de 40 000 francs au Cameroun. Or, en Guinée, c'est 120 000 francs et au Gabon, 150 000 francs. Imaginez donc la suite. Merci. C'est possible, justement, si un Camerounais allait au Gabon s'installer avec une expertise, il aurait gagné un peu plus. On a vu ceux qui s'étaient allés là-bas se débrouiller et ils sont rentrés avec un peu plus d'argent. Il faut harmoniser, c'est justement ça. Quand on parle d'intégration, il faut tout harmoniser. Il faut que tout soit harmonisé pour permettre aux uns et aux autres de se sentir à l'aise, comme si vous ne pouvez pas quitter avec un SMIC élevé, par exemple, au niveau du Gabon, et venir vous, au Cameroun, avoir un SMIC qui a 38 000 francs CFA, quoi, vous allez vous en sortir. C'est un peu compliqué. Même les situations ne sont pas les mêmes, raison pour laquelle il faut sensiblement harmoniser pour permettre à tous de pouvoir circuler en bien. Vous ne pouvez pas... Alors, moi, je vous repose la même question. Vous dites, vous avez des bonnes solutions, des propositions, il faut ceci, il faut cela. Pourquoi n'a-t-on pas réussi à les faire? J'interpelle toujours ces chefs d'État, Bongo, bon, de regretter mémoire,
et peut-être aujourd'hui Obiangema et M. Biya qui est l'une des personnalités fortes. Ils sont rattachés aux accords de coopération économique avec la France et l'Union européenne. Ils n'ont pas su, je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi l'impulsion a beaucoup eu d'effet en Afrique australe et en Afrique de l'Ouest, précisément parce qu'avec le indirect role, les pays qui avaient comme colonisateur la Grande-Bretagne avaient plus de coups de frange. Et elles avaient commencé entre eux à faire la coopération, notamment entre le Ghana et le Nigeria. Et la France avait donc estimé que Houphouët-Boigny allait se considérer comme un moineau. C'est pour ça qu'on a laissé. De la même chose avec le Kenya là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans notre pays, donc, ils ont pris comme un précaré. Ils ont dit, non, vous restez là entre vous, on vous contrôle. Sinon, le Gabon qui avait 500 000, quand il a accès dans l'indépendance, 500 000 habitants, devait devenir aujourd'hui comme l'Émirat arabe uni ou comme le Koweït. Mais pourquoi on a fait donc de mettre d'abord Léon Mba et en plus Omar Bongo, Odimba, pour précisément laisser le Gabon dans cette situation-là. Et il fallait donc l'orgueil, en fait. Si ces chefs d'État-là sont un peu plus orgueilleux, mais ils avaient peur de ce qui arrivait à Sankara. Voilà, la suite, Megui. Voilà donc Joël Varès Ndiaïem depuis la page 10-12 de Zénith. Nous sommes en Afrique, c'est vrai, mais je trouve que à être trop traditionnaliste, on en perd quelquefois l'esprit de raison. L'occidentalisation, dans ce cas, si on va l'appeler ainsi, ma foi, a lieu d'être, car trop de frottement entraîne la chaleur. D'ailleurs, l'histoire de tendance illustre bien ma pensée. Bien le bonjour à vous. Voilà. La France aujourd'hui qui vit en reclus des familles là-bas, vous voyez dans quel état il se trouve? Non, la France est prospère. Bon, je suis désolé. On n'est pas dans le même temps. Quelle vie? C'est une vie superficielle, artificielle. C'est une vie artificielle, une vie communautaire artificielle. C'est pour cette raison précisément mais à chaque fois, vous avez envie d'y aller. Non, oui, absolument, parce que les gens, je veux dire, vous voyez, vous lisez, vous pouvez voir des choses, vous ne comprenez pas. Pourquoi la communauté juive qui est moins d'1 million, de moins la France? C'est précisément parce qu'ils ont développé ce que Charles Hamel a dit tout à l'heure. La vie en communauté. Mais le problème, pourquoi indexer l'occidentalisme? Parce que nous savons comment les choses ont commencé. Nous savons comment notre pays, nos peuples ont été, j'allais dire, enlevés de ces choses-là. Nous avons vu, comme vous. Quand vous dites aujourd'hui, le jeune, méfiez-vous, ne vous lancez pas dans la débauche, dans l'alcool, parce que vous êtes en train de voir que je suis désolée parce que à vouloir toujours dire que c'est les Occidentaux qui nous poussent à mal faire, ça c'est insulter l'intelligence des Africains. Parce qu'après, c'est vous encore qui direz que les Occidentaux nous prennent pour des singes, pour des personnes irréfléchies. Alors vous ne pouvez pas prendre tous vos actes, les mauvais actes surtout que vous posez, et les imputer à d'autres personnes. Ça veut dire que vous ne réfléchissez pas. Ça veut dire que vous n'avez pas compris. J'ai dit tout à l'heure que Bongo Biya ne peut pas, parce qu'ils ont peur de ce qui est arrivé à Sankara. Ça veut dire au moins qu'il y a quelqu'un, un Africain qui n'est pas bête, qui a dit... Dans le cas de l'histoire du jour, où on a des femmes qui sont dans un état de promiscuité tel qu'il faut aller prendre le sel chez l'autre. On n'a pas dit que promiscuité. On n'a pas parlé de promiscuité. Moi, je parle de promiscuité. Moi, je parle de promiscuité. Promiscuité, c'est un mot européen. Quand nous allons vous dire que ce mot ne sied pas à notre communauté, c'est un mot européen. Communautarisme, si vous voulez parler que votre communautarisme là que nous appelons promiscuité. Chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Oui, même le communautarisme a ses inconvénients, notamment tous ces éclats que ça cause. Aujourd'hui, il faut la laisser parler au moins. Je suis en train de travestir votre pensée. Je ne travestis pas votre pensée. Je dis tout juste que vous n'allez pas pour toutes les choses qui ne marchent pas en Afrique, même dans votre propre maison. Si vous n'arrivez pas à régler les problèmes de votre maison, dire que c'est le voisin qui en est la cause tout le temps, ça veut dire que vous ne réfléchissez pas. Merci beaucoup. J'ai très bien compris. Après de brillants résultats aux examens officiels de l'année dernière, le groupe scolaire Wawotama fait la volonté du peuple et innove
En plus de sa magnifique fanfare, vous aurez droit à un orchestre musical live complet. Le Copobit, c'est l'enseignement technique commercial, premier et second cycle. L'enseignement technique industriel, premier et second cycle, toute série. L'enseignement général bilingue, premier et second cycle, toute série. Et désormais, pour la rentrée scolaire, vous aurez l'enseignement technique industriel et commercial anglophone. Le groupe scolaire Wawotama de Bafoussam, c'est aussi le GESCOBIT. Le groupe scolaire maternel et primaire bilingue Wawotama. Le GESCOBIT, c'est de la prématernelle au cours moyenne deuxième année et de pré-nursery à classe 6. Le Copobit et le GESCOBIT sont logés à Bafoussam, derrière l'antenne télé au quartier Banengo. Le groupe scolaire Wawotama de Bafoussam pour la formation complète de l'homme intégral. Voilà, je crois que tout est bien résumé dans ce spot de présentation. On parle donc du complexe polytechnique bilingue Tama avec vous, Consti. Bonjour. Oui, bonjour Sam Séverin. Déjà bonjour à tous les parents qui ont répondu massivement nombreux à la communication de mercredi dernier. Véritable succès de la direction générale de ce complexe polytechnique Tama du côté de Bafoussam, parce que très nombreux les parents qui ont déjà commencé à inscrire les enfants de ce côté-là. Alors il est donc question ce matin encore de rappeler à tous ces parents qui traînent le pas. Vous avez encore quelques jours déjà parce que la rentrée scolaire, c'est pour le 4 septembre prochain et le Copobit est bel et bien prêt pour accueillir tous ces élèves-là qui vont choisir ces salles de classe. Alors ce matin, il est question une fois de plus de vous rappeler que le Copobit, c'est l'enseignement général technique et surtout l'enseignement technique industriel et commercial de la 6e en terminale, l'enseignement technique également anglophone et francophone du côté bien sûr du Copobit. Il faut également rappeler qu'aujourd'hui, choisir le Copobit, c'est choisir bien entendu un cadre idéal, c'est choisir des cars de transport, c'est choisir des ateliers vraiment bien équipés pour un enseignement de qualité. Alors chers parents, vous nous regardez en ce moment, vous êtes du côté de Bafoussam, du côté de Bamenda, du côté de Yaoundé, du côté de Bouya, une seule adresse, un seul lieu, Bafoussam pour un seul établissement, le Copobit, à savoir le complexe polytechnique bilingue Tama qui est situé en plein cœur de Bafoussam, juste derrière l'antenne télé et c'est un établissement qui vous permet de son enfant au Copobit? Alors, je l'ai si bien dit au début de ma communication, inscrire son enfant au Copobit, c'est choisir un établissement de qualité. Parce qu'il faut rappeler que le Copobit, c'est plusieurs années d'expérience. Le Copobit, c'est des salles d'atelier bien équipées, c'est des laboratoires équipés, c'est également des machines vraiment sophistiquées pour un enseignement de qualité. Le Copobit, pour cette année 2017-2018, a une fois de plus fait un recrutement minutieux des enseignants chevronnés pour encadrer les enfants. Le Copobit, c'est également, comme je l'ai si bien dit, des cars de transport pour assurer le transport de tous les élèves et les enseignants. Et la grande particularité de cet établissement, c'est que tous les élèves qui s'inscrivent au Copobit sont assurés entièrement. Ça, il faut leur dire, bien, tous les élèves sont assurés par le concours d'un courtier d'assurance, Prudence et Assurance, qui assure l'assurance de tous les élèves du Copobit, des cars de transport et même des bâtiments du Copobit. Très bien. On a 2 minutes, Consti. Comment se font les recrutements? Alors, les recrutements au Copobit se font tout simplement. Il faut rappeler que les concours ont eu lieu au début du mois d'août, en mai et en juin. Mais pour ceux qui prennent le train de la communication depuis, c'est-à-dire cette dernière semaine du mois d'août, il suffira tout simplement de vous rendre du côté de Bafoussam derrière l'antenne télé et déposer votre dossier. Et le recrutement, pour dire tout simplement, se fait sur étude du dossier pour toutes les classes de la 6e en terminale et bien entendu de la première année en terminale technique, tout en rappelant à tous les parents d'élèves que pour cette année 2017-2018, la grande innovation, c'est tout simplement le soutien d'une partie de la scolarité par une ONG, Césalbo, qui supporte une partie de la scolarité de tous les élèves qui vont s'inscrire au Copobit. Alors, chers parents, il vous reste tout simplement de vous rendre du côté, bien sûr, du Copobit et sans toutefois oublier qu'on a également le GESCOBIT qui est l'école primaire, bilingue et maternelle qui vous permet également, chers parents, de pouvoir avoir un enseignement de qualité. Les numéros de téléphone s'affichent au bas de l'écran. Vous avez bien entendu 2 numéros de téléphone, le 77 34 23 426
ou alors le 96 00 07 55. Je vais conclure tout en disant, choisir un établissement, c'est bien, mais choisir le Copobit ou alors le GESCOBIT, c'est encore mieux parce que l'enseignement est de rigueur, la discipline et surtout la qualité des enseignants. Après de brillants résultats aux examens officiels de l'année dernière, le groupe scolaire Wawotama fait la volonté du peuple et innove. En plus de sa magnifique fanfare, vous aurez droit à un orchestre musical live complet. Le Copobit, c'est l'enseignement technique commercial, premier et second cycle, toute série. L'enseignement technique industriel, premier et second cycle, toute série. L'enseignement général bilingue, premier et second cycle, toute série. Et désormais, pour la rentrée scolaire, vous aurez l'enseignement technique industriel et commercial anglophone. Le groupe scolaire Wawotama de Bafoussam, c'est aussi le GESCOBIT. Le groupe scolaire maternel et primaire bilingue Wawotama. Le GESCOBIT, c'est de la prématernelle au cours moyenne deuxième année et de pré-nursery à classe 6. Le Copobit et le GESCOBIT sont logés à Bafoussam, derrière l'antenne télé au quartier Banengo. Le groupe scolaire Wawotama de Bafoussam pour la formation complète de l'homme intégral. Voilà, merci beaucoup. On va aller vers la conclusion. Liberté de critiquer. Commençons donc par regretter l'invasion dans le milieu de la presse camerounaise d'une catégorie de personnes qui sont venues infester ce milieu. Le Cameroun qui a connu Henri Bandolo, Jean-Claude Otou, Gerba Mala et autres, Pius Ndiawe, Séverin Tchouke, Valentin Zinga ou même des noms comme Alain Foka, Patrick Fandio, ce Cameroun des grands et bons journalistes, Denise Epoté, Durand, Charles Pitagon, Dongo et bien d'autres. Ce Cameroun-là, aujourd'hui, est l'ombre de lui-même en matière de journaliste digne de ce nom. La preuve, c'est que dans une émission récemment sur une chaîne de la place, au cours de laquelle on a vu venir un dénommé Abdourahmane Amadou, on a eu droit quand même à des scènes incroyables de la part et des présentateurs de la dite émission et de ceux qui avaient été choisis pour être les contradicteurs. Abdourahmane aura beau passer le temps à leur dire « Attention, voici ce qui va arriver, voilà comment les choses se présentent sur la planète football ». Eh bien non, ce sont des pseudo-connaisseurs qui ne voulaient rien entendre. Ils ont donc contribué à dérouter tout le monde, à entraîner le grand public dans de la désinformation. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, c'est Abdourahmane Amadou qui sort gagnant, ridiculisant au passage ses vrais faux journalistes ou bien ses confrères avec un trait d'union entre cons et frères qui ne nous permettent pas de se sentir heureux de rester dans ce métier. Aujourd'hui, donc, on saura tirer les leçons à l'avenir de qui avait raison, parce que c'est l'histoire du Cameroun qui s'écrit et nous, nous écrivons notre histoire, notre propre histoire. Merci beaucoup, c'était le Zénith sur Equinox Télévision. Très bon week-end sur l'antenne.